Et salut tout le monde et bienvenue dans Salut. cette nouvelle émission Entre deux guerres. Ce soir on est en effectif un peu plus réduit comme vous pouvez le voir, mais on a que les meilleurs. On a Marco et on a Salut. Cord. Salut tout le monde. Je dis que les meilleurs, je vais me faire taper par les deux autres. Non, mais t'as raison. T'as complètement raison. Non mais je sais. Bon, j'espère que tout le monde va bien en tout cas. Ce soir, on a des petites actus tranquilles. On n'a pas un programme aussi chargé que la dernière fois. Donc on va voir en fonction de comment ça se déroule. On va voir si on se fait pas un petit débat en fin de session. Donc restez jusqu'au bout parce que le débat, si on le fait, ça va porter sur la peinture tabletop. Parce que là, ces derniers temps, il y a eu plusieurs commentaires par rapport à ça, notamment sur le Discord. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui était venu demander, voilà, ça c'est quel niveau de peinture, tout ça. Donc du coup, je trouvais ça intéressant. Pareil, moi, avec mes élèves, j'en ai eu plusieurs qui m'ont demandé un petit peu, bah ouais, mais quand est-ce qu'on est au niveau tabletop, tout ça. Donc on sent que voilà, la notion, elle est un petit peu, on va dire, en décalage par rapport à ce qu'elle a pu être lors de sa création. Donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'avoir un petit débat là-dessus. Quoi qu'il en soit, on va pas commencer par ça. On va commencer. Je vais reprendre le déroulé de l'émission parce qu'on s'est même pas dit dans quel ordre on allait parler, mais on va commencer par Keycord. On va commencer par Keycord avec des news sur Kill Team. Et oui, parce qu'il y a Kill Team, ça faisait un moment que j'étais pas venu, donc forcément Kill Team ça a continué. Alors même si vous avez certainement abordé le sujet lors des précédentes émissions, ou en tout cas présenté quelques news, eh bien, il faut savoir que Kill Team a pas mal évolué depuis sa sortie. Il y a eu plusieurs boîtes qui ont été sorties, il y a eu des Kill Team qui sont arrivés, et puis des Kill Team aussi dans le White Dwarf. Donc la version que vous aviez dans le premier livre, qui était le livre Compendium, où il y avait quasiment toutes les factions de décrites. Et bien maintenant, il faut savoir que ce livre-là, les 3/4 du livre maintenant sont obsolètes, puisqu'ils ont été remplacés par des factions des Kill Team qui sont sorties dans les différentes boîtes qui sont sorties jusqu'à présent. Donc il y en a 4 plus les quelques factions qui sont sorties dans les White Dwarf. Donc, comme vous le savez, les premières boîtes, qu'a sorties, c'était Octarius. Dans Octarius, vous aviez les vétérans, les gardes impériales, donc les vétérans, accompagnés avec les commandos. Et donc, il faut savoir que dans le compendium, vous aviez aussi des orques et aussi des gardes impériaux, mais qui étaient globalement beaucoup moins forts que ce qu'il y avait dans Octarius. Suite à la sortie de cette boîte, vous avez eu deux nouvelles factions qui sont arrivées dans les White Dwarf, qui étaient les Hunterclad, donc qui remplaçaient le Mechanicus, l'Adeptus Mechanicus du Compendium, et vous aviez les Thousand Sons, qui étaient, j'ai plus le nom de la Kill Team, mais bon, ça remplaçait la Kill Team des Thousand Sons. Okay. Ensuite, il y a eu une deuxième boîte qui était Shalna, où vous aviez donc les Pathfinder Tau, qui sont très forts et qui remplaçaient les Tau classiques. Restaient dans le compendium les croûtes, par contre, qui étaient encore disponibles et jouables. Et vous aviez également dans Shalna, vous aviez les sœurs de bataille, donc là les noviciettes qui sont arrivées et donc qui ont remplacé les sœurs de bataille du compendium. Et là encore, c'était une kill team qui est très forte et qui est actuellement aussi pas mal jouée en tournoi. Vous avez eu ensuite deux nouvelles factions de kill team dans les White Dwarf. Alors là, c'était alors j'ai un trou, c'est deux autres factions, mais on va passer au kill team à la boîte suivante. Ça me reviendra en cours de route. La troisième boîte, c'était donc Narkmoon, où vous aviez donc les Void Corsair et les légionnaires, du chaos. Donc pareil, des kill teams qui sont pas mal joués maintenant en tournoi, et c'est toutes ces factions donc maintenant remplacent officiellement les kill teams qu'il y avait dans le compendium.
Donc il y a eu beaucoup d'évolutions. Alors il faut savoir que le Compendium, quand j'en avais déjà parlé, il me semble, lors d'une précédente émission, j'avais indiqué que les factions Compendium étaient des versions basiques, entre guillemets, des Kill Team, et que c'était vraiment des factions pour apprendre à jouer au jeu. Il se trouve que maintenant, avec ces Kill Teams, il y a énormément de spécialistes dans ces Kill Teams, donc énormément d'actions possibles, et donc ça complexifie un peu le jeu, mais ça donne aussi un attrait supplémentaire au jeu, parce que justement, il faut apprendre à bien jouer ces Kill Teams, ces figurines, à les jouer dans le bon ordre, à agir avec eux dans le bon ordre aussi, et voilà, donc donc du coup, ça indirectement, ça rend le jeu beaucoup plus efficace aussi, puisque c'est beaucoup plus ouvert aussi en termes de jeu. Alors, Juste pour info, la photo, tu l'as prise où? Tu l'as prise sur Google comme ça ou? Parce que Guillaume, il est comme moi, ses yeux ils brillent quand il voit AK derrière. Non, mais en fait, alors, c'est pas nécessairement que ça brille, c'est juste que j'ai vu la collection de AK genre complète, je me suis dit, putain, c'est énorme. Ça doit être une photo dans une boutique, je pense, certainement. D'accord. Je me suis fait la même réflexion. Si c'est Keycord qui l'a prise de chez lui, il nous a caché des trucs, hein, parce que... Non, c'est mon mur, ma pièce secrète. Ah, c'est ça, ouais. Alors, juste pour répondre à Tigurius, il demande c'est quoi AK. AK, en fait, c'est une marque de peinture et de matos de peinture d'une manière générale. Et en fait, en ce moment, leur gamme de peinture fait pas mal parler parce que justement, ils ont lancé une 3e génération de peinture. Ils ont refondu toute leur gamme et elle est assez plébiscitée parce que voilà, elle est sur on va dire qu'elle est sur un ordre de prix de à peu près du niveau de Valero et une qualité qui se veut assez bonne. Donc voilà, c'était juste pour la petite aparté. Je te laisse continuer, Keycord. Voilà, donc une des façons que j'ai pas citées, c'était les Wyrmblade, qui était l'évolution du culte Genestealer qui est arrivé, et voilà, et impossible d'en trouver la dernière. Donc les gens qui suivent Kill Team vont m'insulter parce que voilà, c'est une faction certainement jouée, mais ça me reviendra certainement en cours de soirée, c'est pas grave. Donc Narmoon qui est arrivé, donc voilà, et dernièrement a été annoncée la 4e boîte qui est Morok, où vous allez avoir des gardes corrompus, des gardes impériaux corrompus, et qui vont s'affronter avec des Space Marines. Alors c'est des incurseurs. Des Space Marines? Ah, voilà, je connais pas. Voilà. Voilà, puisque une des dernières mises à jour de Kill Team a fait que les Space Marines passaient de 5 à 6 figurines sur la table, qui est quand même une bonne évolution. Voilà. Après, il y a eu un up aussi pour la faction des Necrons. Voilà, comme quoi, chez Games, il n'y a pas que les prix qui prennent 20%. C'est ça, exactement. Il y a aussi les effectifs de Space Marine. Voilà. Mais c'est pour mettre les nouvelles figurines. Bon, après, je serais pas sans vous cacher que vous savez qu'il y a les nains, la Légion of Voltan qui va arriver fin d'année, et il y a de grandes chances qu'ils nous sortent une Kill Team là-dessus, bien sûr. Moi, je trouve qu'ils investissent quand même beaucoup dans le jeu. Et ça, c'est super positif. Oui. Et d'autant plus que de rien, là, on est à combien? C'est 4 boîtes de base différentes depuis 4 boîtes de base depuis août de l'année dernière. Il avait prévu dans le. Donc ça fait quand même une par trimestre. Ils avaient fait un planning des sorties, et logiquement on a une boîte par trimestre effectivement, et généralement, comme je disais, c'est une boîte plus 2 factions Kill Team dans les White Dwarf. Et c'est pas mal parce que ça fait vivre le jeu. Et là d'ailleurs, dans le dernier White Dwarf, il y a des missions Sentinelle pour du jeu égal et du jeu tournoi, où là il y a une partie Sentinelle un peu vraiment le cœur du Kill Team, c'est-à-dire une partie où tant que où vous avez le défenseur qui peut jouer 2 figurines et l'attaquant un seul, avec des contraintes de déplacement, enfin d'action, et tant que l'état d'alerte n'a pas été, l'alarme n'a pas sonné, on est en phase où l'attaquant va essayer d'aller prendre des objectifs sans se faire repérer par le défenseur, et dès que par contre l'alarme est donnée, c'est-à-dire quand l'attaquant a attaqué le défenseur ou que le défenseur a repéré l'attaquant, et ben là on passe en jeu classique, en jeu Kill Team. Donc c'est vraiment, ça rajoute encore un intérêt supplémentaire. Il y a un système entre guillemets d'infiltration, quoi. Exactement. Et la boîte peut-être que t'as zappé tout à l'heure, t'as zappé une armée, ils avaient pas fait des sœurs de bataille. Justement, si, dans le Shalna, justement. Dans le Shalna, j'en ai parlé tout à l'heure, les sœurs de bataille, donc sœurs de bataille et les noviciettes dans Shalna qui étaient opposées au Pathfinder, donc au Tau. Voilà. Et là, du coup, là, on a qui? On a les pirates. On a les Space Marines,
on a les taux, on a les sœurs de bataille, on a les orques, on a les Adeptus Mechanicus. Oui, Adeptus Mechanicus. Les commandos. Et je sais qu'il en manque une, je suis quasi sûr qu'il en manque une, mais j'arrive pas à mettre la main dessus, donc bon, tant pis. Est-ce que je l'ai Overblend, j'en ai parlé, le Cult Stealer, donc c'est fait. Qu'est-ce qui est pas très grave. Hein. Et les elfes pirates, ils sont contre qui? Les Void, ils sont justement dans Darkmoon, justement, ils sont opposés aux Légionnaires, justement. Ok, c'est les aux Légionnaires, voilà, qui sont où là l'intérêt c'est que vous aviez donc des spécialistes et vous pouviez choisir plusieurs dieux du chaos pour former votre équipe, avec des contraintes où les dieux du chaos qui s'opposent ne peuvent pas jouer ensemble, bien sûr, enfin ne peuvent pas être pris ensemble. Voilà. Scarlix qui demande, ça se joue encore les Rogue Traders? Alors non, enfin ça se jouait dans la V1, mais pour l'instant il n'y a pas de règles pour les jouer en V2, donc en Kill Team 2021. Mais pourquoi pas, hein, c'est pas impossible que ça ressorte, hein, bien sûr. Moi j'ai couché. Comment ils s'appellent les mecs qui ressemblent à DSS? Bah c'est la Death Corps. Death Corps. Voilà. Bah, du coup moi j'ai couché, j'ai monté ces guides là et elles attendent toujours que ça soit pas. Dès que c'est le cas, faudra qu'on se fasse un petit. Bah après c'est ce que je disais, c'est qu'en fait c'est toutes les kill teams de boîte ou de White Dwarf, à part allez on va dire une petite exception, peut-être les Wyrmblade, et encore ils sont joués en tournoi, ils sont tous jouables et ils sont tous capables de performer, donc vraiment après ça dépend, après c'est un peu comme tout, il y a des factions qui vont être plus fortes par rapport à d'autres et vice versa, donc bien sûr. Voilà, mais c'est ce principe là aussi. Ok. Bon, super, ça fait pas mal d'actu sur le jeu. Donc là du coup tu m'avais mis dans tes sujets Kikor, tu m'avais mis la news concernant la nouvelle boîte Morok, le prochain White Dwarf. Là t'as tout inclus en fait. Ouais, ok. Oui, exactement. Donc vu qu'on sait un petit peu, voilà, vu qu'on a mêlé ta news avec l'évolution de Kill Team depuis la nouvelle version, je te laisse continuer sur le sujet, comme ça on va balayer tout Kill Team d'un coup. Oui, ben après la nouvelle boîte, ça apporte la nouvelle boîte, donc comme je le disais, va inclure 2 nouvelles kill teams. Donc comme je disais, donc on peut les voir d'ailleurs hein, à l'image. Alors si tu descends un peu, il y aura la description des nouvelles figurines avec de mémoire en premier les gardes impériaux corrompus. Voilà, là on peut défiler, je crois qu'ils sont 8-10 de mémoire, puisque c'est à peu près la composition. Donc, vous voyez des belles figurines. Et le gros point fort aussi de cette boîte, on le verra juste après les 2 kill teams. Pour le coup, je trouve qu'ils font très nazi SS, un petit peu dégénéré là quand tu vois les mutations, tout ça. Mais sinon, ça fait très on est les méchants, tu vois. Vraiment, c'est. Moi, ça me fait penser à un jeu qui s'appelle Castle Wolfenstein. Ouais. Ou tu sais le jeu qu'avait fait Mythic Games là, comment il s'appelle celui-là, justement avec des nazis comme ça et de la dégénération dans tous les sens, ça me revient pas. J'ai pas le titre mais je vois très bien. Reichbuster, non, c'était pas ça? Ouais, c'est possible ça, oui ça me dit quelque chose ça, oui. Enfin bref, voilà. En plus là on parle, tu sais, les Allemands on disait les casques à pointe, là tu vois genre il y a un casque planté dans une lance, ça fait très casque à pointe justement. Ah bah voilà, ça m'est confirmé dans le chat, c'était bien ça, Reichbuster. Voilà, donc voilà pour la première kill team, et la deuxième kill team, donc les incursors Space Marine. Donc voilà, pareil avec beaucoup de spécialistes. Donc, moi en fait je l'ai déjà cette équipe. Oui, après c'est souvent, si on a déjà des Space Marines en général, cette équipe-là elle est facile à monter, enfin elle est facile. À part les équipements spécifiques, ou les petits trucs en plus. Mais à mon avis, c'est facile de se bricoler quelque chose qui ressemble à ce qui est des. 6 Space Marine et c'est bon, t'as ton truc. C'est ça, ouais. En fait, on a 8, je crois, 8-10, mais dans les 10, tu vas en prendre. T'as pas dit qu'ils étaient 6? Ah, okay. 6, mais tu vas avoir plusieurs spécialistes, un peu comme il y a eu avec les légionnaires, où tu vas pouvoir t'en mettre que 6 sur le terrain, mais t'as de quoi en faire 8. Voilà, que dans les 8, t'en choisis 6 en fait. Voilà. Ok. Voilà. Et alors, pour le coup, ils font très basique.
Ouais, je suis d'accord. Oui, ça fait un peu les. Comment ils s'appellent là? Parce que moi j'y connais rien, mais tu sais, ça me fait penser à ceux qui sont censés être les premiers là, les premiers sur le front, un peu que t'envoies. Oh, ça me reviendra pas, laisse tomber. Voilà, et puis alors, donc, là où je voulais en venir, c'est que sur le gros intérêt aussi de cette boîte, au-delà des deux Kill Team, c'est ce qu'on va voir juste après. Si tu descends un petit peu de mémoire, tu as le décor, et les décors sont vraiment fabuleux. Alors, j'ai pas trouvé d'image vraiment à proprement parler approchant, mais en tout cas, le décor, il y a un contenu qui est assez pas mal et qui se rapproche pas mal de la première boîte en fait en termes de contenu. Franchement, les décors, ils sont stylés. C'est ça, Clément, c'est les Rivers auxquels je pensais, tout à fait. En fait, ces boîtes, au final, sont plutôt rentables pour les décors. Salut Hydron Studio. En fait, depuis la première boîte, le contenu des décors était pas forcément exceptionnel. Et là, la première boîte, c'est sûr que ça fait trésor. Voilà. Ça fait trésor. Celle-là, là, franchement, les ruines du bâtiment, moi, elles me plaisent de ouf. Hein. Ouais, là, elles sont, en plus, très, très bien. On dirait pas l'antenne qu'on avait vue dans. Tu sais, on avait vu une boîte là qui vendait Super Rush, on en avait parlé dans les news. Et il me semble que c'était cette antenne-là qui était... Ça ressemble, ouais, on dirait l'antenne qu'on pouvait mettre sur le bâtiment ou je sais pas quoi. Là. Ça ressemble, c'est plutôt cool. Tu vas te la prendre du coup, Keycord ? Je sais pas. Ça va dépendre s'il va falloir donner un rein ou pas. Bah, elle va être au même prix que les autres. Jusqu'à présent, c'était 155 balles. Ah, mais tu sais, avec Games... Ouais, non, faut arrêter. On verra ça. Ça, on peut pas on verra ça quand sortira, mais c'est pas pour tout de suite, hein, de toute façon. Yes. Voilà, et bien j'en ai à peu près terminé, puisqu'on avait déjà abordé le sujet un petit peu juste avant, donc okay. Voilà, mais enfin donc en tout cas au niveau Kill Team il y a de quoi faire, et puis donc le jeu est bien porté par Games, par le suivi des White Dwarf, par le contenu. Il y a aussi eu des mises à jour, comme je disais tout à l'heure, l'évolution avec passer de 5 à 6 pour les Space Marines. Il y a eu les Necrons qui ont été bougés, il y a souvent des petits points de règles qui sont mis à jour, donc non c'est quand même un jeu qui est quand même très très suivi. Et puis un petit mot juste, un aparté, mais il faut pas oublier que Warcry aussi revient au goût du jour, et qu'il y a sans priori une mise à jour aussi des règles qui est prévue avec la prochaine boîte. Ok. Voilà, j'en ai terminé. Bah, c'est vrai que c'est intéressant ce petit format d'escarmouche, mine de rien, parce que quand tu t'es déjà tapé 1, 2, voire 3 armées, par exemple AOS ou Warhammer 40 000, bon bah taper 10 pics, voilà, c'est ça, ouais. En avoir un petit peu moins à peindre, c'est quand même assez cool. Donc du coup, c'est vrai que ça donne envie, et en fonction des mises à jour, des sorties, tout ça, ça peut attirer. Ça c'est vraiment intéressant. C'est vraiment cool. Alors qu'est-ce que j'ai pas compris pourquoi Gidinho parle de A Song of Ice and Fire. Ou Assoif, si tu tapais des armées de Assoif. Ah oui, de Assoif, oui, carrément, ouais. Carrément. Après, A Song of Ice and Fire, pour le coup, je trouve que ça va un poil plus vite quand même. Il y a un petit peu moins de quantité. De détails. Mais surtout si tu joues une liste sauvageon, là, enfin Norseman, avec genre du géant, du mammouth, c'est bon, t'as pas un 6 figues et c'est bon. Mais sinon, ouais, ça, je trouve que c'est un petit peu moins long à peindre. Ok, super, bah écoute, merci Keycord pour ces news, c'est top, tu nous diras un petit peu ce qu'il en est de la suite quand ça sortira, quand t'auras des nouvelles, notamment quand la boîte elle sera annoncée, tout ça, pour nous annoncer un petit peu le prix. Enfin, un petit peu le prix, tu pourras nous annoncer le prix, parce qu'en fait c'est soit tu nous l'annonces, soit tu l'annonces pas. Genre, tu nous annonces un petit peu le prix, ça veut absolument rien dire. Sinon vous l'aurez en annonce news dans un prochain entre-deux-guerres de toute façon. Oui, non mais voilà, c'est ça. Voilà. Yes. Et puis dernière petite chose, il y a pas mal de tournois Kill Team qui sont en préparation, donc notamment à Strasbourg bientôt, donc voilà, où il y aura je crois 40 participants, donc un des plus gros tournois Kill Team en France à date. Voilà. Tu y seras toi ? Ah non, je pourrais pas y aller moi. Ok. Mais j'ai pas mal de camarades qui vont y aller, donc j'espère qu'ils vont performer. Mais bon, on verra bien. Ok. Ah bah oui, parce qu'en plus là, on parle de tournoi, on parle de participation, mais là, on a ici et là
on a quand même 2 participants tout bientôt là à des tournois, puisqu'on a la Mickey Cord qui va représenter la team Entre Jeux Studio, attention, de ce dimanche à Sartrouville avec le tournoi de A Song of Ice and Fire. Donc justement, si vous êtes dans le coin, les copains, que ça vous intéresse ou quoi, je sais pas si le tournoi est déjà plein ou pas, s'il y a encore la possibilité de s'inscrire ou pas, mais dans tous les cas, il me semble qu'il y a encore des places, si je dis pas de bêtises. Il me semble qu'il y a 1 ou 2 places, mais il faut prévenir, il faut le contacter. Oui, non, mais bien sûr, il faut y aller. Ouais, bien sûr. Et du coup, le tournoi, c'est ce dimanche, pardon, à Sartrouville, dans le cadre des JFJ, JFJ, journée, figurines et jeux, je crois, de Sartrouville. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et de l'autre côté, on a Marco, et justement, ça va être un petit peu le point dont il va nous parler là tout de suite, qui va être présent au Wargame Legends de MCP. Et ouais. On va représenter MCP. Non, franchement, d'habitude, je vous parle de MCP. Et aujourd'hui, je viens de venir MCP. Du coup, on a le tournoi qui va commencer à partir de samedi. Gros tournoi de Marvel Crisis Protocol qui s'appelle les Wargame Legends. Pour ceux qui n'ont pas connu, il y avait eu des Wargame Legends sur Star Wars Légion qui avait fait un carton aussi l'année dernière. Ouais. Et du coup, on a l'ami Nico Prime TV que je vais avoir la joie de passer tout le week-end avec lui et avec d'autres, notamment il y aura Pipou, il y aura Hurlas, il y aura d'ailleurs Julien de la boutique Commence, et il y aura Saik, pas mal de gens qui font beaucoup de MCP. Et du coup, on va animer tout ça pendant tout le week-end. Donc, ce sera tout retranscrit en live avec plein de petites surprises et tout. Je peux pas trop teaser ce qu'il y a. Mais en tout cas, c'est de la bonne ambiance. On a hâte de se rencontrer tous et de passer cet excellent week-end. On est tous motivés. Depuis le début de la semaine, on n'arrête pas de chatter et tout. Ouais, machin, on est comme des enfants. C'est simple, on est comme des enfants tout contents d'aller à notre événement. Et du coup, ça va être vraiment, vraiment top. Donc, je vous encourage à venir. Donc là, pour info, les inscriptions étaient closes, mais j'ai réussi à négocier pour que vous puissiez vous inscrire si vous ne l'avez pas encore déjà fait. Donc, du coup, n'hésitez pas à envoyer un petit message, soit à Nico Prime TV, soit en fait directement sur le site du Wargame Legends de vous inscrire. Il reste des places et on vous encourage vivement à venir, à passer ce bon moment. Ça va être excellent. Toutes les tables, elles ont été faites pour l'occasion. Tout a été peint. Il y aura des tables, d'ailleurs, ces fameuses tables, elles seront à vendre à la fin à des prix défiant toute concurrence. Donc ça va être vraiment génial. Et j'encourage vivement ceux qui hésitaient encore à venir et qui peuvent se libérer à la dernière minute pour pouvoir venir. Parce que franchement, ça va être un événement super cool. Et je pense que si vous avez l'occasion de pouvoir venir, c'est dommage de rater ça. N'hésitez pas à demander s'il y a un peu de covoit ou de places dispo dans des Airbnb à droite à gauche sur le groupe de Marvel Crisis sur Discord, et j'en suis sûr que vous pourrez trouver des gens. Vous voulez dire quelque chose, Discord? Oui, ça se passe où ce Wargame Legend? Ça se passe à Avoine. C'est à 2 heures de Paris, c'est dans le centre de la France. Et du coup, voilà, c'est cool. Il y a toutes les informations sur le Wargame Legend. Et Nico Prime TV, on a fait une vidéo dédiée de présentation pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de voir. Et puis pour ceux qui veulent un autographe de ma part, que je fasse une peinture sur son nichon ou une connerie comme ça, c'est le moment parce que je serai présent. Ouais, et tu vas jouer, j'espère. Eh ben, je vais animer et arbitrer et puis faire le con avec les potes en live. On va animer tout ça en live. Donc ça va être cool. Ouais, non, mais ça promet d'être vraiment très très sympa. Pour le coup, comme tu disais, il y avait eu la même chose sur Star Wars Légion. Enfin, Star Wars Légion, je sais pas si vous avez suivi ça, les copains. Du coup, c'est quelque chose, un événement qui est initié par le site quicommence.fr en partenariat avec pas mal de monde, hein, comme tu le disais, Marco, notamment Nico Prime, notamment toi en l'occurrence pour MCP, avec Your Last Painting aussi. Et en effet,
pour en avoir pas mal discuté avec Urlas, ils mettent vraiment la barre très 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 haute en termes d'immersion, en termes de rendu visuel sur les tables de jeu, tout ça. Enfin, c'est un truc de fou malade. Vraiment, j'ai vu les tables sur celui de Star Wars Légion. Elles étaient archi stylées. Enfin, vraiment, c'était Franchement, c'était fou. il se donne du mal de ouf. Ah, ils se donnent vraiment à fond. Là, il y a des, je les appelle les petits Chinois, c'est pas gentil, mais il y a des petits Chinois en peinture, mon gars, qui te préparent tout ça, mais c'est des mecs, c'est à la chaîne, quoi. Ah bah, mais de je ouf, sais que là, ils se font, cette semaine, ils se sont fait des soirées blanches de peinture pour que toutes les tables soient nickel et carrées. Ouais. Et ça, franchement, c'est chapeau pour tout le boulot qui est fourni. Et honnêtement, c'est des choses qu'on pourra, entre guillemets, qu'on voit pas ailleurs. Ouais. Parce que manque de temps et d'investissement. Parce qu'il faut avoir là, c'était prévu pour 64 joueurs. Donc il faut quand même avoir le temps de pouvoir préparer 32 tables. Alors je vais pas dire identiques, pas tout teaser, mais il y a plusieurs tables différentes. Mais je vais dire une bêtise, peut-être il y aura 10 tables pareilles, 10 autres tables pareilles, 10 autres tables pareilles. Et ça veut dire que il faut les préparer tout ça. Et moi, je vois à Maxi-Ref quand on organise un tournoi, je peux pas me permettre de préparer 32 tables, c'est juste impossible. Déjà, en préparer une, c'est super long, je sais pas si ça vous est arrivé de préparer une table de jeu. Et là, quand tu sais que les 32 tables, et chacun va jouer sur des tables similaires et tout, mais c'est un truc de ouf. Ouais. C'est génial. Vraiment, on peut que encourager, et il y a du boulot derrière. Il y a un boulot de fou. Il y a du boulot de fou. Moi, quand j'entends, parce qu'il y a une participation, elle est à 50 €, mais avec les repas compris. Donc, tu sais, faut pas, faire préparer les repas, ça demande une organisation, tout ce qui est la gestion de la salle, le personnel qui va servir les gens, machin et tout. Et pour moi, je trouve que 50 € de PAF avec tout le boulot qu'il y a derrière, c'est normal en fait. Ah bah clairement, clairement c'est un investissement énorme en termes de temps, en termes de coût aussi, parce que de toute façon d'une manière générale le temps dans le temps ça reste de l'argent quoi, donc parce que c'est leur boulot et donc ils prennent du temps sur leur travail pour les préparer ces trucs là, et encore une fois c'est juste énorme. Ils avaient mis la barre très très haute sur Star Wars Légion, ils devaient faire un Wargame Legends sur Age of Sigmar, si je dis pas de bêtises, dans une grotte, un truc assez fou finalement qui avait pas pu être fait à cause du Covid. Et là du coup ils mettent le paquet sur MCP. En plus MCP on sait que c'est un jeu qui nécessite pas mal de décors et tout parce qu'il y a des règles justement basées sur les décors, donc forcément il va y avoir des trucs assez dingues, j'en suis sûr. Bref, si vous avez l'occasion d'aller, si vous êtes dans le coin, c'est pas très loin de Tours, tout ça, si vous êtes dans le coin, allez voir. Vous n'avez rien prévu ce week-end et que vous jouez à MCP, allez-y. J'ai envie de dire que vous ratez quelque chose. Et même si vous avez prévu quelque chose, essayez de les suivre sur les réseaux, tout ça. Je suis désolé, je suis déjà booké, moi. Je suis déjà booké. Et j'insiste, on a eu pas mal de retours de gens, il y a beaucoup de débutants. Donc quand les gens ils me disent « Ouais, mais en fait, moi je débute et tout », il y a des gens qui ont acheté que le corset de base et qui viennent avec le corset joué. Donc j'ai envie de dire, c'est ouvert à tous, c'est pas, ça va pas être un tournoi de comment dire... ça va pas être un tournoi de tournoyeurs, de mecs qui seront là pour défoncer tout le monde et regardez, on est les plus beaux. Non, ça va être plutôt un tournoi de... on est dans l'ambiance. Bien sûr qu'il y a 2-3 joueurs qui ont peut-être un niveau un peu plus important que les autres, mais ce sera un tournoi bon enfant, dans l'ambiance, de passionnés, de gens qui ont envie de partager, qui aiment les comics et tout. Et c'est vraiment ça va être drôle. Vraiment, ça va être drôle. Et je pense que si c'est un jeu de toute façon qui se lance et qui a besoin de fun. Il y aura du. J'ai une question. Si on vient en tenue d'un super-héros, on a des points en plus? Malheureusement, alors, si toi tu viens en tenue de Catwoman, ouais, t'as clairement des points en plus. De Catwoman, c'est pas du Marvel. De Black Cat. Non, mais honnêtement, franchement, c'est vraiment le top du top. Et j'ai hâte d'y être. Je sais que je vais passer un excellent week-end. Et en tout cas, pour ceux qui voudraient venir et que malheureusement, soit c'est trop loin, soit ils n'ont pas l'occasion, venez nous rejoindre en live, venez parler avec nous, venez animer. Et puis voilà, on va tous kiffer. Et franchement, je suis vraiment content de pouvoir participer à un événement comme ça. Yes.
C'est cool. Bref, bon bah voilà, du coup on a bien fait le tour Voilà, du j'ai pas truc. parlé de N'hésitez pas. NTP. Venir. N'hésitez pas à suivre tout ça sur les réseaux sociaux, notamment via Qui Commence, via Wargame Legends. Je sais qu'il y a aussi Nico Prime, Marco qui le diffuse pas mal. Donc bref, vous savez où suivre toutes ces informations. Et oui, en effet, pour te répondre, Oscarlix, mon doigt n'a absolument aucune autorité sur mon chat, malheureusement. Ce qui explique mes deux petites éclipses là, parce qu'elle est un petit peu en train de faire genre des conneries. Bref, Scarlett, voilà. Il dit qu'il est dégoûté de y être. Mais moi j'aurais bien aimé, j'aurais bien aimé y aller. Tu trouves des excuses bidons, Scarlix. Ah, mais on vous laissera régler ça sur une table. Alors, du coup, je peux pas venir. C'est l'excuse bidon. Ok, bon allez, du coup on va enchaîner. Sur la partie justement jouons au jeu des trônes. Donc on va continuer la petite série de présentation du jeu A Song of Ice and Fire. Et aujourd'hui on va parler des actions. Donc les actions, pour ceux qui suivent un petit peu la série, la dernière fois j'avais présenté tout ce qui était un tour de jeu en fait. Donc là par exemple si on prend la première slide, donc la deuxième du coup, c'était le récapitulatif de comment se passait un tour de jeu. Et vu qu'il y avait pas mal de choses à dire, j'ai été passé très rapidement sur les différentes actions possibles pour une unité. C'est celles qu'on peut voir là qui sont listées sur la droite: la manœuvre, la marche, le repli, l'attaque et la charge. Et donc tout ça en fait on va en parler un petit peu plus en détail aujourd'hui, parce que ça a quand même beaucoup d'importance dans le jeu. Et pour ceux qui seraient habitués à d'autres jeux, il y a des petites différences, il y a des petites choses qui sont pas comme d'habitude. Donc ça permet il y a Keycord qui est en train de potasser son livre de règles pour pas se faire rouler dessus dimanche. Parce que Keycord c'est le champion, tu vois, le mec il commence sa première partie directement en tournoi, bam. Hey, il n'y a pas de tour de chauffe, on y va, c'est parti. Et je tiens à signaler en plus que Keycord, quand même, il nous a peint toute sa Nightwatch là en une semaine. Le mec, il s'est chauffé, chaud comme la braise. Alors, du coup, ensuite là, on va voir chacune des actions. Donc on va commencer par la manœuvre. Alors ce qui est important dans A Song of Ice and Fire, c'est qu'avant de se déplacer, donc là en l'occurrence la manœuvre est un type de déplacement auquel on a accès, et bien quand on fait une manœuvre, on va avoir la possibilité de faire un pivot. Les pivots sont très importants dans A Song of Ice and Fire, parce que c'est un jeu, pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui ont déjà joué, ils le savent, c'est un jeu quand même qui est beaucoup sur le placement, sur le déplacement. Les positions sont très très importante, notamment parce qu'on retrouve, comme à l'époque de Warhammer Battle, on retrouve des systèmes avec des prises de flanc, des prises de dos qui donnent des bonus. Il y a aussi des prises d'objectifs évidemment, donc tout ça c'est vraiment lié au déplacement. Et donc le pivot, mine de rien, c'est un élément non négligeable du jeu. Le pivot, en quoi ça consiste? C'est tout simple, en fait, on va pouvoir effectuer une rotation avec notre unité sur son centre. Donc le centre de l'unité ne doit pas bouger, mais l'unité, elle peut tourner à 360 degrés. Il n'y a absolument aucune limite. Si on veut faire un 180 pouf, on regarde dans l'autre sens complètement, il n'y a aucun problème. Et la manœuvre, donc qui est le premier mouvement, la première action possible avec une unité, elle nous permet de commencer par un pivot justement, ce qui va nous permettre de nous réorienter pour se déplacer exactement dans le sens dans lequel on veut. Ensuite, une fois qu'on a fait ce pivot, eh bien, tout simplement, on va pouvoir avancer. On va pouvoir avancer en fonction de la valeur de mouvement de notre unité. Donc là, ensuite, on va prendre la réglette de mouvement, qui est la petite réglette là qu'on voit juste à côté, et on va la positionner. Donc là, je crois que c'est des pouces, je suis même pas sûr. Il me semble que c'est des pouces, et en l'occurrence, c'est des pouces, voilà, confirmé par Keycord. Et là, en l'occurrence, par exemple, cette unité, elle a un mouvement de 5, donc on peut la faire avancer jusqu'à 5. Ça, pour le coup,
La réglette, c'est quand même assez bien foutu. Elle est bien rigide et tout. Elle permet de bien voir où on y va. Des fois, avec un mètre, e-store, machin, tout ça, c'est un petit peu plus relou. Là, en l'occurrence, on la pose à côté, on avance tout droit et basta, il n'y a pas de souci. Pardon. Et la manœuvre, elle se finit pas ici. Parce qu'ensuite, on a encore la possibilité, dans un second temps, de se réorienter à nouveau, de refaire un nouveau pivot. Et là, on sent tout de suite qu'en fait, les mouvements, ils peuvent être hyper tactiques. Parce que on va avoir un premier pivot pour se réorienter dans la direction qu'on souhaite. On va ensuite pouvoir faire une marche avec la valeur de son mouvement, puis ensuite on va pouvoir à nouveau faire un pivot. Ce qui veut dire que potentiellement, on peut très bien aller embêter une unité en lui tournant autour. On se met juste devant, on va faire notre pivot, on va avancer, on va refaire un pivot, comme ça on s'est positionné sur son flanc. Potentiellement, elle ne va même plus nous voir parce que les lignes de vue sont très importantes à A Song of Ice and Fire. Pour pouvoir, par exemple, charger une unité, il faut qu'elle soit dans notre champ de vision en frontal. Donc si on arrive à se dégager de ce front, on peut sortir du champ de vision de l'unité qui ne pourra alors plus nous charger. Bref, ça permet quand même de faire pas mal de choses. La manœuvre, c'est un mouvement qui paraît simple comme ça, mais pivot, avancé, pivot, au final, ça permet d'offrir pas mal de possibilités. Ça, c'était pour la première action parmi toutes celles qu'on a vues. On va passer à la suite avec la deuxième action possible. Et cette deuxième action, c'est la marche. Là, pour le coup, la marche, c'est exactement comme la course de A Song of Ice and Fire, de AOS, excusez-moi. C'est simplement un mouvement qui va nous permettre d'aller très rapidement à un endroit, de courir beaucoup plus vite. Et donc là, en l'occurrence, plutôt que de se déplacer du mouvement classique de déplacement, par exemple en l'occurrence pour cette unité un mouvement de 5, on va pouvoir doubler le mouvement. Alors moi j'aime bien ce système où il n'y a pas de lancer de dés parce que du coup quand on fait une course à AOS il faut lancer un dé, donc la course elle reste quand même relativement incertaine. On va pouvoir faire une course à 1 ou une course à 6 plus le mouvement certes, mais ça veut dire qu'il y a quand même pas mal d'écart. Là ici en fait on a une certitude, quand on va faire une course on sait de combien on est capable de courir et donc du coup on sait exactement où on peut se positionner. Alors du coup, pourquoi faire une manœuvre plutôt qu'une marche, puisque ça nous permet d'avancer beaucoup plus. Le problème de la marche, c'est qu'elle ne nous permet pas de faire le pivot en début de tour. Ce qui veut dire que là, pour une marche, on va simplement aller tout droit du double du mouvement et on ne pourra pas se réorienter dans un premier temps. Par contre, ensuite, une fois qu'on a fait notre mouvement rallongé comme ça, on va pouvoir se réorienter avec un second pivot à la fin du mouvement. Donc là, c'est ce qu'on voit sur la slide, voilà, où là, on se réoriente en fait. Donc là, on s'est poussé, on a poussé notre unité, là en l'occurrence de presque 10, et ensuite on peut refaire un petit pivot qui va nous permettre donc de nous réorienter. Là, par exemple, si on veut refaire face à l'unité qui est en face, mais bien évidemment, c'est pas la seule chose que ça nous permet de faire. Encore une fois, les pivots, c'est très important. Ça nous permet de faire des rotations à 360. Donc, on imagine tout ce que ça peut nous permettre de faire. Donc là, c'était les deux actions principales pour du mouvement pur. Maintenant, on va passer à la troisième action qu'il est possible de faire avec les unités de A Song of Ice and Fire, c'est le repli. Alors le repli, c'est aussi du mouvement, mais à condition, bien évidemment ici, d'être complètement engagé au corps à corps. Le repli, en fait, c'est pareil, c'est là qu'on voit tout l'aspect tactique, mouvement de A Song of Ice and Fire, c'est parce que même une fois engagé au corps à corps, on va encore avoir des possibilités bien précises pour pouvoir se désengager. Là, en l'occurrence, sur le repli, donc là, c'est ce qu'on va voir ensuite, on va pouvoir se désengager, mais avec non pas uniquement notre valeur de mouvement, mais la valeur de mouvement plus 1 des 6. Donc là, bien évidemment, ça apporte de l'aléatoire, contrairement à la course, à la marche dont je parlais tout à l'heure. Ici, on va avoir un des 6, donc bien sûr, on va pouvoir faire un repli, par exemple, pour une unité qui aurait un mouvement de base de 5, on va pouvoir faire un repli d'une valeur de 6 ou d'une valeur de 11. Bien évidemment, c'est pas la même chose. Il y en a un qui nous met un peu plus à l'abri, c'est une certitude. Mais on va voir aussi là, sur les slides suivantes,
que le repli ne se fait pas nécessairement que dans un seul sens. On va avoir plusieurs possibilités. Soit on va partir complètement à l'opposé en reculant de l'unité avec laquelle on est engagé, donc de notre valeur de mouvement plus le D6 maximum, on pourra toujours faire moins bien évidemment, ou on peut aussi se désengager en latéral d'un côté ou de l'autre. Donc encore une fois, ça nous permet potentiellement de se replier pour laisser la place ensuite à une autre unité de venir engager l'unité avec laquelle on était engagé si ça nous arrange, ou alors de se replier pour pouvoir lui tirer dessus plus simplement. Enfin bref, ça nous permet encore une fois de faire pas mal de choses, et ça c'est vraiment à mon avis en tout cas un gros point fort du jeu. Une fois qu'on a fait ce mouvement, que ce soit en reculant ou en latéral, eh bien, il nous reste une petite chose à faire dans ce repli. C'est ce qu'on voit ensuite là, c'est le pivot. Alors, une fois qu'on a fait notre repli, l'unité qui se replie peut pivoter. Mais là où c'est intéressant, c'est que l'unité attaquante, enfin en tout cas l'unité adverse, peut elle aussi faire un pivot. Et donc là, en l'occurrence, on imagine tout de suite ce que ça implique, c'est que ce repli, il va pas falloir le faire n'importe quand, parce que typiquement, si on le fait avec notre unité alors que l'unité adverse ne s'est pas encore activée, eh bien, on pourra la plupart du temps se faire recharger derrière, ce qui est bien évidemment pas vraiment ce qu'on recherche à faire. Donc c'est un outil qui potentiellement peut être très puissant, mais qui doit être manié avec pas mal de parcimonie, en tout cas avec un timing bien précis, parce que sinon c'est quelque chose, on peut vite s'en mordre les doigts. Ensuite, on va voir l'action suivante. Pardon, qui est l'action d'attaquer. Donc là, l'action d'attaquer, on va la séparer en deux parties. On va avoir l'attaque au corps à corps et l'attaque à distance. On va commencer par l'attaque à distance. Là, en l'occurrence, on a sur le schéma qu'il représente des vétérans Dothraki qui sont face à des halbardiers et des fils du guerrier Lannister. Et on va voir dès la slide suivante que... Alors, je vois juste que Scarlix nous dit « En reculant dans le repli sur le pivot, il est un peu trop graveleux ce soir, le Guillaume. » Ok, je me suis arrêté en pensant qu'il avait dit un truc sérieux, et en fait, genre, pas du tout. Merci, Scarlix. Donc du coup, ici, sur la partie de l'attaque à distance, on a sur le verso de la réglette de mouvement, on a deux indications qui sont la portée courte et la portée longue. Et donc bien évidemment, juste après le commentaire de Scarlix, je sens que ça va laisser fuser quelques petits jeux de mots, n'est-ce pas? Donc sur cette partie-là, on voit quelles sont les portées courtes et les portées longues. Ces portées courtes et portées longues, elles sont systématiquement indiquées sur la fiche d'unité qu'on est en train de jouer. C'est précisé au niveau de l'arme à distance si la portée est courte ou si la portée est longue. Ce qui est intéressant de voir en fait sur les unités de tir à Song of Ice and Fire, c'est que juste avant d'effectuer leur tir, elles ont droit à un petit mouvement, à un petit déplacement de 2 pouces. C'est ce qu'on voit juste sur la suite. Donc là, par exemple, on voit bien que notre unité de vétéran Dothraki n'est pas à portée courte, mais elle a la possibilité de faire un premier mouvement de 2 pas avant de lancer son tir, et ensuite, une fois qu'elle a fait ce petit mouvement de 2 pas, eh bien c'est là qu'on va vérifier si elle est à portée ou pas. Donc là, justement, c'est tout de suite, on regarde comment ça se passe, c'est-à-dire on va retourner la réglette à nouveau, on va vérifier que l'unité est à portée, et un point qui est très très important dans Song of Ice and Fire, c'est que pour vérifier la portée, on le fait pas n'importe comment. On positionne la réglette sur la petite flèche frontale du socle de déplacement de l'unité attaquante, et on va regarder s'il y a n'importe quel point du socle de mouvement de l'unité adverse qui est à portée. Et si n'importe quel point de ce socle est à portée du point central du socle de l'unité attaquante, alors on considère que l'unité est à portée, et en l'occurrence, elle est à portée courte, donc on peut lui tirer dessus.
Une fois qu'on a vérifié la portée, eh bien, on passe à la suite. La suite, c'est tout simple. On va regarder la feuille de caractéristiques de notre unité et on va prendre sa compétence de tir. La compétence de tir, c'est ce qui est indiqué ici avec la petite flèche. On va regarder deux choses. On va regarder quelle est sa précision. Donc là, en l'occurrence, ça veut dire qu'on va toucher sur du 4+. Et ensuite, on va regarder le nombre de dés qu'on va lancer. Et ça va être la même chose, on y reviendra juste après hein, sur les cartes d'attaque, tu peux passer à la slide suivante, ça va être dépendant du nombre de rangs qu'il nous reste. Là en l'occurrence sur nos vétérans d'Ostraki, on a toujours nos 2 rangs, donc on va prendre la valeur la plus haute. On va prendre 7. Donc on va lancer les 7 dés. C'est ce que j'ai représenté ici sur la photo, où on a lancé 7 dés, et au final on voit qu'on a fait 3 dés qui sont en... non, on a fait que 2 dés d'ailleurs qui sont en 4+. J'avais pris une ancienne... au début, j'avais pris une ancienne fiche où ils étaient en 3+. Donc là, on a que 2 dés qui sont en 4+. Une fois qu'on a lancé ces dés-là, eh bien, c'est tout simple. C'est à l'unité de défense, à l'unité en défense, pardon, de répondre. Et cette unité en défense, elle va tout simplement lancer un nombre de dés qui est équivalent au nombre de touches réussies. Donc là, c'est ce qu'on va voir juste après. L'unité, donc, on va regarder la caractéristique de défense de cette unité. En l'occurrence, c'est du 4+ pour les halbardiers. Et elle va lancer donc les 3 dés sur du 4+. Donc les 3D, je disais les 3D parce que j'avais pris une fausse carte. En l'occurrence, j'aurais dû en lancer que 2. Mais sur les 3D là, par exemple, que j'ai lancé, elle avait fait que un 5, les 2 autres étant un 1 et un 3. Donc bien évidemment ici, elle se prend 2 blessures. Donc on va enlever les 2 unités, les 2 figurines du fond. On commence par enlever les figurines au fond à droite, puisque la dernière figurine qu'on enlève de l'unité est toujours celle devant à gauche qui est en fait la position qu'on va réserver, notamment quand on va ajouter des attachments à notre unité. Donc les attachments, ça va être des chefs d'unité ou des personnages nommés qu'on va toujours ajouter au même endroit et qui seront toujours retirés en dernier. Donc là on va pouvoir passer à la suite. Je commence à m'étouffer. Parce que je ne sais plus ce qu'est la suite. Si, oui, la suite, c'était pour schématiser le fait que parfois on va être un petit peu moins puissant. Et en effet, ici, au fur et à mesure que nos unités elles vont perdre en effectif, eh ben, on va perdre en attaque. Et là, en l'occurrence, Scarlix, tu me tues. C'est pas possible. En clair, faut toujours taper dans le fond. Merci Scarlix. Et donc du coup, ici, quand on a cette unité qui est présentée comme ça, avec donc, elle a perdu son rang du fond, et bien là, on va passer à la caractéristique d'attaque un petit peu plus faible, à savoir celle où on ne va plus lancer que 4 dés, et on va renouveler exactement toutes les étapes qu'on a faites juste avant. Simplement, on lance quasiment la moitié des dés, donc forcément, ici, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Ensuite, on va passer à la phase d'attaque au corps à corps. Donc, je vais aller beaucoup plus vite parce que finalement, il y a quasiment tout, enfin, tout est pareil. La seule chose, bien évidemment, c'est que pour faire une attaque de corps à corps, il faut être au corps à corps, être au contact de l'unité, et 2, il faut avoir une arme de corps à corps. Quand on a l'arme de corps à corps, comme indiqué ici avec la flèche, eh bien c'est tout simple, on reprend exactement le même schéma que pour les attaques à distance, c'est-à-dire que là on va toucher sur du 3+, on va lancer 7 dés si notre unité est full, on va lancer que 4 dés si on a perdu notre deuxième rang, et ensuite le défenseur va lancer un nombre de dés qui va dépendre du nombre de touches effectuées. Alors, ouais, ça c'était une petite précision, tu peux y aller Clément. En fait, ici, une fois qu'on est au corps à corps, il y a une petite spécificité par rapport à la phase de tir, c'est que avant de faire une attaque au corps à corps, si une unité est engagée par une seule autre unité ennemie et qu'elle est engagée sur son dos ou sur son flanc,
elle va pouvoir effectuer un pivot pour se remettre de face. Et ça, c'est hyper important parce que, comme je disais, il y a des bonus quand on prend par le côté, il y a des bonus quand on prend par l'arrière. Je te le laisse, Scarlix, c'est cadeau. Et donc, du coup, le fait de se faire un petit pivot, bah, ça permet de se remettre en face et d'annuler les bonus potentiels de l'ennemi. Donc ça, c'est quand même très très important. Par contre, et c'est ce qu'on va voir juste ensuite, il y a une petite... il y a un cas de figure où ça n'est pas possible. C'est quand on est engagé avec plusieurs unités ennemies, et là en l'occurrence on ne peut pas faire de pivot. Ça représente le fait que l'unité elle est complètement submergée par l'ennemi, elle en prend de partout. Encore un petit cadeau pour Scarlix, et donc du coup on ne peut pas se remettre en face. Moi On va j'ai une finir. question. Oui, vas-y Marco. Toi qui as déjà joué au jeu, est-ce que du coup tu t'es déjà fait prendre par l'arrière ou sur les côtés? Est-ce que, parce qu'en fait j'ai l'impression que enfin après c'est mon point de vue, j'ai pas encore joué. Donc du coup j'ai vu que les parties, on a 4 ou 5 plateaux entre guillemets, et pour se faire prendre sur l'arrière, le gars, on t'a vu venir à 300 km, tu vois. Alors oui, et en même temps, en fait, alors déjà, il y a plusieurs raisons qui font que c'est tout à fait possible. La première, c'est que toutes les unités n'ont pas le même niveau de déplacement, et les unités de cavalerie sont très très mobiles. Donc les unités de cavalerie sont justement très pratiques pour ça. Et en plus, les unités de cavalerie, elles ont un petit twist dans les règles, c'est qu'elles ont droit à une manœuvre gratuite en début de tour. Voilà, ce qui fait que ça te permet de bouger et de faire une action derrière. Ouais. Donc c'est énorme en fait. C'est-à-dire que par exemple, si toi tu as une unité d'infanterie, tu vas choisir entre faire une manœuvre, une marche ou une charge. La cavalerie, elle va faire sa manœuvre. Donc potentiellement, elle va déjà aller assez loin parce que les cavaliers sont quand même ont des mouvements supérieurs. Typiquement, par exemple, là, je crois que les vétérans de Dothraki, ils ont un mouvement de 7. Donc tu fais une manœuvre potentiellement de 7. Donc tu te fais un pivot, tu avances de 7, tu refais un pivot, et après tu peux lancer ta charge. Donc ça veut dire que tu peux venir en fait te repositionner pour déborder sur un flanc, et seulement dans un second temps charger, ce qui fait que oui, ça arrive, et ça arrive pas si rarement que ça. Donc c'est pour ça, encore une fois, que les mouvements, y compris de ton infanterie, savoir aussi ton déploiement, quelles sont les unités que tu vas mettre sur les flancs, quelles sont les unités que tu vas mettre au centre, tout ça, c'est vraiment on est sur un niveau tactique assez intéressant. Okay. Et donc du coup, justement, on parlait de la charge là, potentielle des cavaliers. Et ben c'est la dernière action dont on va parler, qu'on va détailler ici dans les prochaines slides. Donc là, la charge, en fait, ça se passe un petit peu différemment. Donc là, pour le coup, on va réintégrer de l'aléatoire, puisque la charge, elle se fait quand on a... Alors, la première chose qui est nécessaire pour avoir une charge, c'est qu'il faut que l'unité soit dans notre champ de vision, c'est-à-dire avec les... là, on voit bien, d'ailleurs, sur le socle des Dothraki, on a les petits traits là qui font nos arcs de vision arrière, latéral et frontal. Il faut que qu'il y ait un bout de l'unité qui soit dans l'axe frontal, qui soit visible pour pouvoir aller envisager une charge. Une fois qu'on peut envisager cette charge, donc dans Song of Ice and Fire, on peut toujours mesurer, il n'y a pas de souci, donc on va mesurer un petit peu quelles sont les unités qu'on peut charger. Et contrairement par exemple à Age of Sigmar, ici on doit annoncer quelle est l'unité qu'on va charger. Donc là, par exemple, sur cette configuration, les vétérans Dothraki vont essayer de charger les halbardiers Lannister qui se sont mis en avant parce qu'ils ont un bonus quand ils se font charger. Donc du coup, on va voir un petit peu le déroulé de l'action. Donc là, sur la slide suivante, on va voir un petit peu quelle est la première étape. Pardon. Donc avant la charge, là je pars du principe que la manœuvre gratuite de la cavalerie a déjà été effectuée. Avant la charge, on peut faire toujours un fameux pivot. Ce pivot il est quand même assez important parce que tout simplement, vu qu'après pour la charge on va en ligne droite, il nous permet de gagner quelques pouces qui parfois sont assez précieux. Donc on fait un premier pivot. En général, on va se mettre bien dans l'axe du point d'impact qu'on veut sur le socle de mouvement de l'unité ennemie. Et ensuite, c'est là que ça va un petit peu se corser. Puisque va commencer à apparaître l'aléatoire, puisque la charge c'est un mouvement de base
plus 1d6. Donc bien évidemment la cavalerie va être avantagée puisque la cavalerie va avoir un mouvement plus important, déjà de 7 de base, donc ça veut dire que tu peux charger entre 8 et 13, alors que par exemple avec de l'infanterie tu vas être entre 6 et 11, ce qui est quand même pas la même chose. Quoi qu'il en soit, là, on lance notre dé, on a fait un 4, on est largement à portée, donc la suite, c'est logique, on va aller tout droit impacter l'unité d'en face. Donc pour ça, on va vraiment pousser tout droit, boum, jusque dans le socle adverse. Sauf qu'en fait, dans Song of Ice and Fire, il y a une petite variante qui est la suite, c'est-à-dire qu'on peut choisir de se mettre à 100% collé comme ça, ou on peut choisir de se mettre à 50% à gauche ou à 50% à droite. Et ça, mine de rien, ça a vraiment un impact de fou, parce que là, par exemple, si on reprend la slide précédente avec le cas de figure où on est collé à 100% sur l'unité ennemie. Bien là, ça veut dire que personne d'autre va pouvoir charger de front les Lannister, mais personne d'autre ne va pouvoir charger de front non plus les Dothraki. Par contre, dans la configuration actuelle, les frères, les fils du guerrier, qui sont juste à gauche sur l'image, ils ont le flanc des Dothraki qui est complètement ouvert, et donc du coup ils peuvent venir les prendre de flanc, ce qui n'est pas le feu. Sur les deux autres cas de figure qui sont maintenant là à l'image, si on se décale sur la gauche et qu'on laisse 50% du socle sur la gauche, ça veut dire qu'on va laisser un petit peu de place pour qu'une deuxième unité potentiellement vienne charger les halbardiers Lannister, mais évidemment là on se rapproche encore des fils du guerrier, et donc du coup là c'est quasi sûr, on va se prendre une charge de flanc pleine bourre par les pépères, et ça on va pas kiffer. Par contre si on se met tout à droite, là c'est un peu différent en fait, parce que non seulement on s'éloigne, on laisse de la place pour une éventuelle deuxième charge sur l'unité qu'on vient de charger, mais en plus de ça, les fils du guerrier ils sont pas forcément en super bonne position, parce que pour charger, va falloir qu'ils contournent un petit peu les halbardiers Lannister, ils pourront pas rentrer dedans, parce que en fait quand on fait une charge, et quand on fait un mouvement en général, on peut passer au travers de ces unités alliées. Par contre, on peut pas finir le mouvement dans l'unité alliée. Donc du coup, là, ça les embête un petit peu. Ils vont moins facilement pouvoir charger. Ça veut dire au contact de son ça veut dire que en gros, tu peux passer au travers de ton unité, mais ton socle, il doit systématiquement être complètement en dehors du socle de l'unité alliée. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir qu'il fasse un pivot très léger, qu'il vienne charger un petit peu plus loin, donc sa charge, elle va être beaucoup plus compliquée, parce que sinon, en fait, quand il finit sa charge, il finit à moitié dans ses halbardiers, et ça, pour le coup, c'est pas accepté au niveau des règles. Donc du coup, voilà, ça a quand même ce choix entre se mettre 100%, 50% à gauche, 50% à droite, c'est aussi hyper important, c'est hyper tactique dans le jeu, ça peut avoir des implications énormes, et une erreur de positionnement à ce moment-là, ça peut vraiment avoir un impact très fort sur le jeu. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Il y a un autre point qu'on va voir juste après là, c'est ce qu'on appelle une charge non pas ratée, mais une charge désorganisée. Une charge désorganisée, en fait, c'est quand on fait un 1 sur le jet de charge. Un 1, ça ne veut pas dire que c'est systématiquement un échec. Ça veut simplement dire que les ordres sont mal passés, que ça a mal été entendu, que les mecs ils font un peu nimp, et donc du coup ils arrivent, ils chargent un peu à la one again. Donc du coup ils vont se prendre un peu des malus, en tout cas ils ne vont pas bénéficier des bonus habituels qu'on a quand on charge. Ça on les détaillera un petit peu par la suite dans une prochaine chronique, parce que là c'est déjà suffisamment long, mais en tout cas quand on fait un 1 à la charge, ça veut dire qu'on peut potentiellement la réussir, mais en général on fait un peu la tronche. Malgré tout, une fois qu'on a fait notre 1, la suite c'est très simple, hein, on continue à aller tout droit comme on l'a fait juste avant, et on vient se mettre dans l'unité. La dernière chose dont on va parler aujourd'hui, c'est aussi les angles de vue. Donc tu peux rester en effet sur cette slide. Les angles de vue sont hyper importants, comme je le disais. Donc quand on va charger, on est obligé de voir l'unité dans son axe frontal. Donc là, en l'occurrence, par exemple, on voit les deux unités. Si par contre les fils du guerrier qui sont tout à gauche étaient un petit peu plus en bas, c'est-à-dire s'ils dépassaient la ligne de pointillés rouges, on ne les voit pas, donc on ne pourrait pas les charger.
Ça, c'est pour ce qu'on va, enfin, c'est en tout cas pour déclarer quelles sont les unités qui sont éligibles à être chargées par l'unité attaquante. Mais il n'y a pas que ça qu'on va regarder. On va aussi regarder du côté de l'unité défensive, l'unité défenseur plutôt. Donc ça, c'est juste la suite. On va regarder quel est l'axe de son plateau. En fait, on va regarder si on est majoritairement dans son axe frontal, majoritairement dans son axe latéral ou dans son axe arrière. Et si on est décalé par rapport à son axe frontal, comme c'est le cas ici, on est très majoritairement dans son axe latéral, et bien là, quand on charge, on ne va pas charger de face, on va charger sur le flanc, et donc on va faire une prise de flanc, ce qui va nous apporter des bonus à la charge. Et ça, c'est encore une fois pas négligeable, parce que clairement, dans ce jeu, ça fait très très mal quand on se fait prendre sur le côté, et quand c'est sur l'axe arrière, c'est encore pire. Donc ça, c'est quelque chose à bien avoir en tête lors du positionnement, et encore une fois justement avec les unités de cavalerie, le fait qu'ils aient des manœuvres gratuites et des déplacements qui sont assez larges, assez longs, ça nous permet de facilement contourner les unités et de venir prendre les flancs comme ça. Donc ça, c'est vraiment quand on arrive à le faire, c'est un beau move. Ça permet de se protéger un petit peu plus en plus, parce que du coup les unités sont généralement tous orientées dans le même sens, en tout cas en début de partie. Donc du coup ça permet de faire des moves qui font bien mal à l'adversaire. Là, une fois qu'on a fait ça, la suite elle est simple, on fait tout notre système de charge habituel, et si notre charge réussit, qu'elle soit désorganisée ou pas, eh bien on va venir avancer et se mettre au contact. Donc là, on avance tout droit, et dès que le socle est au contact de celui de l'unité ennemie, eh bien on s'aligne sur le flanc de l'unité, et on commence on passe à l'attaque qui suit toute charge. Donc là, voilà, c'est juste pour représenter l'avancée, puis ensuite on s'aligne tout simplement sur le côté. Donc voilà, ça c'était pour la présentation d'aujourd'hui sur le jeu des trônes, Song of Ice and Fire. Là, on a décrit toutes les actions que peut faire une unité à son tour de jeu. Donc ça permet quand même de voir qu'il y a pas mal de choses à faire, pas mal de possibilités. On le voit, beaucoup d'actions qui sont basées sur le mouvement, le déplacement. Et bien évidemment, à ça vont s'ajouter toutes les actions qui sont permises par le plateau tactique. Bien évidemment, c'est quelque chose qu'on va voir très prochainement dans la prochaine chronique. Je sais pas encore si on va voir d'abord le plateau tactique, ou si je fais d'abord un récap de tout le vocabulaire. Je voulais l'intégrer, mais là c'était déjà suffisamment long d'intégrer tout le vocabulaire de Song of Ice and Fire, parce qu'il y a beaucoup de termes, il y a des termes qui sont hyper importants à connaître, surtout qu'en plus avec toutes les mises à jour, tout ça c'est pas mal en anglais, donc c'est bien d'avoir quand même la définition en tête pour pouvoir agir ou réagir en fonction de ces petits mots-clés qui sont présents sur nos figurines, sur nos unités ou sur les unités adverses. Je sais pas si vous avez des petites questions, Keycord. Je peux que confirmer ce que tu as dit sur la force du positionnement des unités, puisqu'effectivement les bonus sont ultra importants sur ce que ça donne. Pareil, alors un petit détail, par exemple, que si tu rates ta charge, si tu as un charge désorganisé, il faut savoir que tu as un test de morale, et là on t'en parlera certainement d'une prochaine mission, mais les tests de morale ont un impact très très important sur le jeu aussi. Tout à fait, il y a pas mal de situations où on va avoir des tests de panique, quand on a subi des pertes, par exemple, il y a un truc qui est hyper intéressant, on y reviendra dans une prochaine chronique, mais dans Song of Ice and Fire, le fait d'attaquer à distance, c'est autorisé, même si l'unité adverse est au contact d'une unité amie. On peut tirer, par contre si on tire, l'unité amie va devoir faire un test de panique. Bref, c'est quelque chose, la panique c'est hyper, le moral, tout ça c'est hyper important sur Song of Ice and Fire. Voilà, et puis les attaques de flanc, les charges de flanc, les charges par l'arrière sont très très puissantes aussi. Ouais, clairement. Ce qui est logique quand même. Ce qui est complètement logique. Yes. T'avais une question toi aussi, Marco ? J'allais dire que les placements c'est super important. Ah oui, non mais clairement. Je pense que c'est un des tiers du jeu. Placement. Ouais, en fait, je pense que c'est inhérent à tous ces jeux où on a des socles de déplacement régimentaire et des lignes et des axes de vue, pas des lignes de vue mais des axes de vue. C'est-à-dire que là on a vraiment l'arc frontal, latéral, arrière. Donc du coup tout ça c'est pas aussi fluide
et simple que quand il s'agit par exemple de quelque chose de très comment dire comme Song of Ice comme AOS par exemple où chaque figurine est individuelle, même si elles doivent respecter des cohésions d'unité et tout ça, mais en fait on peut se déplacer à 360 degrés. Là c'est un petit peu particulier, il n'y a pas vraiment ce système là, on est vraiment sur des régiments et donc du coup le déplacement et le placement tout court sont hyper importants. Là, on se rapproche beaucoup des jeux d'escarmouche où le placement de départ est ultra important, même si dans le jeu, le plateau est quand même assez grand, le plateau de jeu est assez grand, ce qui fait qu'on peut se déplacer assez rapidement d'un bout à l'autre, mais du coup, on prend le risque souvent de se faire attaquer de flanc, puisque ça nécessite bien sûr de partir en diagonale ou sur le côté pour le faire. Ouais. Donc on engage, on fait un risque pour l'unité. Ouais, complètement. Et puis en plus, bien évidemment, on va voir tout ça. Encore une fois, je pense qu'il y a les chroniques, on est loin de les avoir finies. Il y a on va pouvoir ensuite faire des analyses d'unités, de petites règles un petit peu plus précises. Mais il y a des unités qui parfois peuvent arriver des bords de table, tout ça. Donc potentiellement, ça c'est des prises de flanc qui peuvent être assurées si on n'a pas fait l'effort de les protéger. Enfin vraiment, il y a mille et une possibilités et tout ça, on va le découvrir progressivement ensemble au fur et à mesure de toutes les chroniques. C'est ok pour vous? Ouais. Yes. Ah ouais, bon, c'est bon. Du coup, il nous reste un petit peu de temps, il nous reste une vingtaine de minutes, donc là, c'est le moment où on va rebasculer sur... le grand débat. Exactement, c'est le grand débat. C'est là où c'est le grand débat. De quoi? C'est là où je vous abandonne en fait, c'est ça? Mais non, justement, c'est hyper intéressant. Et en fait, alors pour tout dire, et dans le chat, va vraiment falloir participer avec nous. C'est hyper intéressant. On est vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. En fait, c'est justement parce qu'on était tous les trois présents ce soir que je me suis dit que ce débat pouvait être intéressant. Parce que d'un côté, on a Marco. Pour lui, la peinture, c'est du pur plaisir et il faut que chaque figurine... Alors, on a vu récemment que tu bossais un peu là-dessus pour justement pouvoir sortir un peu plus d'armées, peindre, tout ça machin, mais t'as ce truc de, voilà, chaque figurine doit vraiment être aboutie complètement et tout, tu pousses le truc jusqu'au bout. De l'autre côté, on a Keycord, lui, la peinture, c'est parce qu'il faut peindre pour jouer, quoi, grosso modo. Et puis moi, j'ai le côté aussi, plus, c'est mon boulot, donc du coup, il faut aussi que... sur les commandes en tout cas, que je respecte un timing qu'on m'a donné, un budget qu'on m'a donné. Donc on a des visions qui peuvent être un petit peu différentes justement par rapport à ça. Donc je trouve ça super intéressant de parler de peinture, même toi Keycord, pour qui c'est pas forcément le point préféré du hobby, on va dire. Et donc du coup dans le chat ça nous intéresse vachement aussi d'avoir un petit peu votre avis. Le débat, on va voir comment ça s'oriente, hein, mais en gros l'idée c'était, est-ce que le tabletop, le terme tabletop aujourd'hui, est-ce que ça signifie toujours peinture de jeu ou est-ce que ça a pris une signification différente? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le nombre de fois où c'est utilisé ce terme tabletop, avec des nuances, du tabletop plus, du tabletop plus, du tabletop plus, j'ai déjà vu, on commence à se demander un petit peu, finalement, qu'est-ce que ça veut dire tabletop? Est-ce que vraiment c'est encore un terme qui a du sens? Est-ce que ça veut encore dire quelque chose? Moi je sais que très récemment j'ai des élèves qui me demandaient, mais du coup ouais, j'aimerais savoir, est-ce que ce que je fais c'est du tabletop ou pas? Parce que quand je vois certains qui disent tabletop, ça n'a rien à voir. Bref, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Pour toi Marco, pour toi Keycord, qu'est-ce que ça veut dire tabletop? En fait ça veut tout dire et rien dire malheureusement, parce que c'est employé maintenant à tour de bras. Ouais. Donc en fait c'est quelque chose qui était une référence à la base, en n'est plus devenu une. Donc du coup c'est compliqué. Pour toi ça veut dire quoi aujourd'hui? En fait ça veut rien dire. Pour moi tabletop ça veut dire peindre ses figues. Voilà. C'est-à-dire j'ai fait pour que ce soit en tabletop, c'est en gros j'ai peint mes figues pour jouer, quoi. Je joue pas avec les figues grises. Ok. Après ça dépend enfin de toute façon en vrai moi je vais aller plus loin, parce qu'en fait pour moi tabletop ça voudrait dire qu'on veut se comparer à quelque chose, et pour moi la peinture ça reste personnel, et du moment où ça te fait plaisir et que ça te plaît, c'est l'essentiel, et du moment que tu joues pas en fait, tout simplement. Donc je veux dire, ce mot il a plus de sens. Je pense qu'il a peut-être du sens pour les gens qui font leur métier de peinture, parce que du coup ça permettrait d'avoir une référence, mais cette référence elle est biaisée.
que tout le monde l'emploie à tour de bras. Et aujourd'hui, moi, je ne sais pas qu'il y a un niveau tabletop. Je ne pourrais pas dire aujourd'hui quel est le niveau tabletop parce que chacun a sa référence du tabletop. Ouais. Pour moi, dites-nous dans le chat, ce que, selon vous, comment vous entendez ce terme, hein. N'hésitez pas à nous le dire, à partager tout ça pour qu'on puisse rebondir et partager avec vous. Même si on vous entend pas, on vous lit. Ah bah tiens, d'ailleurs, il y a J-Digno qui vient de dire tabletop, application de la peinture sur la figurine, un coup de brossage, du lavis et le vernis. Voilà, donc pour toi, J-Digno, c'est toi ce que tu considères comme étant finalement un petit peu le minimum jouable. Toi Keycord, c'est quoi pour toi tabletop? Qu'est-ce que tu te fais comme idée de ce terme? Honnêtement, pour moi, ça veut rien dire. Parce qu'en fait, tabletop, ça veut dire simplement qu'on sait peindre une figurine. Mais que après, à mon sens, une figurine, un peintre peut peindre une figurine très bien, mais qui ne va pas accrocher, qui va pas plaire à quelqu'un. Alors effectivement, ça peut être entre guillemets utilisé comme un terme standard ou standardisé de la figurine, mais à mon sens, comme disait Marco tout à l'heure, c'est vraiment trop un fourre-tout. Il y a vraiment tout et n'importe quoi. Voilà, donc il faudrait quelque chose. Mais après, c'est compliqué parce que un peintre va pas forcément peindre de la même manière une figurine et une autre. En fonction aussi des jeux, en fonction des figurines. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment, voilà, c'est très abstrait comme notion. Voilà. Mais est-ce que finalement, on peut pas quand même garder une définition, même si c'est utilisé à tour de bras, mais est-ce que tabletop, ça a pas une définition qui pourrait être gardée du style, voilà, on considère comme étant tabletop une figurine à partir du moment où elle a un certain nombre de couleurs qui correspond au minimum requis pour participer à un tournoi, ou voilà, ce genre de choses. Tabletop, ça voulait dire que c'est top sur la table en français. Donc ça veut dire que vu de loin à la distance de jeu, bah c'est top. En vrai, c'est ça à la base, tabletop. Il y a Scaris qui dit, moi c'est 3 couleurs minimum, faut que ça fasse effet de masse dans son armée. Et il y a J-Digno qui dit figurine peinte du coup jouable à 60 cm à mètre. Voilà, c'est ça, c'est qu'en gros elle était top sur une table. En gros, c'était ça. Et moins top de près. Mais oui, du coup, est-ce qu'aujourd'hui, dans le langage courant, ça veut encore dire ça selon vous? Non, parce qu'en fait, moi je dirais maintenant, ça peut plus se calculer en termes. Je pense que ça se calcule. Qu'est-ce que tu es capable de faire en un temps imparti? C'est-à-dire que si toi tu dis moi le niveau que je peux fournir en 1 heure par figurine, c'est ça. Du coup, et après voir avec la personne si elle le considère comme son tabletop. Et en fait, pour moi, tabletop, ça va être c'est ton exigence par rapport à ce que tu joues. Et si tu fais faire par rapport à quelqu'un, et peut-être que toi, Guillaume, en 1 heure de peinture, tu es le tabletop de Keycord, par exemple. Peut-être qu'en 1 heure de peinture, tu ne seras pas ma référence du tabletop. Ça veut dire que moi, en 1 heure, je veux dire, le résultat que tu peux fournir en 1 heure ne va pas forcément me convenir et je voudrais un truc un peu plus chiadé. Donc, je pense que maintenant, ça se mesure en temps d'heures que tu passes par Fig et que tu es capable de fournir. Parce que du coup, peut-être que 1 heure de toi, Guillaume, ce ne sera pas le même résultat que 1 heure de, par exemple, la studio. Et donc, forcément, peut-être que pour un joueur, le tabletop de 1 heure de Hurlas va mieux le convenir que ton tabletop à toi en 1 heure. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Clément qui, à la régie, qui te rejoint. Alors, pas sur ce que tu viens de dire, mais sur ce que tu disais avant. Pour moi, le tabletop, c'est pas des étapes de peinture précises, mais plutôt le rendu global de la figurine qui, d'un point de vue de loin, semble être complètement peinte, en gros, propre sur un plateau. Donc, voilà, top sur la table, quoi. On a aussi NetEpic France qui dit maintenant tabletop, c'est niveau moyen pour jouer. Et EB qui me dit peint, soclé, prêt à jouer, indépendamment de la qualité de peinture. Alors moi justement, je suis assez... En fait là, je rebondis sur ce que tu disais, Marco, je suis assez d'accord avec EB. Dans le sens où pour moi, c'est pas... on peut pas le rattacher, enfin, ou en tout cas on ne devrait pas, si on en garde la définition première, on ne devrait pas le rattacher à un temps de peinture... en fait, non, j'ai mal lu ce que disait EB. Alors, je relis le truc. Peint, soclé, prêt à jouer, indépendamment de la qualité de peinture. Ah bah non, du coup, justement, c'est ça. Je me disais, est-ce que finalement, une qualité tabletop
c'est pas une qualité quand même qui est, on va dire, un espèce de curseur qui est indépendant du temps passé. Parce que là, toi, tu disais, Marco, c'est très lié au temps que tu vas passer dessus, machin, tout ça. Mais est-ce que finalement, par exemple, je sais pas, moi, si Clément fait en 1 heure ce que Keycord fait en 2h30, est-ce que finalement, ce 2h30 de Keycord, c'est pas ça du tabletop, et le 1 heure de Clément, c'est ça du tabletop. Est-ce que finalement, en essayant d'avoir toujours ce focus sur le temps passé et ce comparatif, on va dire, par rapport aux autres, le fait que moi je peins plus vite ou moi je peins moins vite, est-ce que c'est pas ça qui fait perdre un petit peu de vue la vraie signification du tabletop? Et finalement, est-ce que c'est pas quand même quelque chose qui devrait être un niveau un peu standardisé, quel que soit le temps qu'on passe dessus? Keycord, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, après moi je suis assez mitigé sur le sujet. Je pense, ouais, disons que pour moi tabletop, pour être franc avec toi, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps, enfin il y a quelques mois, hein, mais une notion très très abstraite et très, pour moi, à partir du moment où tu t'entends avec la personne qui va le faire ou qui fait la figurine, et sur ce que tu veux, si t'as bien défini ce que tu veux à l'avance et que tu es d'accord avec la personne, ou voilà, ou t'es d'accord avec ce que toi tu fais, hein, directement, j'ai envie de te dire, ça suffit, hein. Après, c'est sûr que si on veut euh, qualitativement mettre un degré ou un niveau de peinture ou de qualité de peinture, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait quelque chose comme ça. Mais après, que ça s'appelle tabletop ou niveau ou machin chose mes genoux, voilà, après peu importe. Mais c'est quand même très très abstrait, et à date, il n'y a rien qui fasse vraiment une définition, ce qu'on appellerait, ce que vous appelez tabletop, quoi. Alors, il y a NetEpic qui rebondit sur ce que je disais en disant, pour moi, effectivement, c'est indépendant du temps passé, c'est grosso modo, ça rend bien sur la table, mais on peut faire mieux. Après, le niveau de tabletop va dépendre des gens, évidemment, ça, de toute façon, ça reste artistique, donc c'est très subjectif. Tabletop, tu vas considérer de jouable. C'est-à-dire pour toi, jouer c'est avant tout très subjectif. Comme ça, tu prends plaisir et c'est toi tu joues avec ça, pas moi. Ouais, mais justement, le tabletop il est différent sur chacun. Donc quand tu dis c'est une référence, quand tu dis que c'est une référence, c'est compliqué parce qu'en fait je veux dire, il y a trop de références là-dedans. Moi, il y a des gens. En fait, justement, je me dis qu'à un moment donné, des fois, il y a des petites dérives entre guillemets, parce que, par exemple, toi, Marco, je sais que t'envisages pas de jouer avec des figurines pour lesquelles t'as pas peint les yeux, par exemple. Je me trompe? Bon, je sais pas. Enfin, moi, je les peins parce que j'aime bien les peindre. Ouais. Parce que en gros, alors là je prenais cet exemple. J'ai déjà joué avec les figurines d'Uriel. Il me les a déjà prêtées. Oui, non mais il y avait pas les yeux. Oui, mais des figurines à toi, du coup, c'est toi. Moi, dans mes figues, j'aime bien faire les yeux. Ouais, mais parce que du coup, en fait, typiquement, les yeux d'une figurine, on est tous d'accord, je pense, pour dire qu'à distance de jeu, qu'il soit fait ou pas, ça ne fait absolument aucune différence. Et du coup, c'est sur ce genre de choses, en fait, où je me dis, est-ce que finalement, à partir du moment... Alors, là, je prends un exemple et je grossis le trait, évidemment, ça peut pas être si radical, mais à partir du moment où tu as fait les yeux, t'es déjà au-dessus du tabletop parce que tu t'es embêté à faire quelque chose qui, de toute façon, à distance de jeu, ne se voit pas. Et c'est pas forcément négatif, bien évidemment. Moi aussi, je kiffe faire les yeux, en fait. Je trouve ça assez cool, ça donne une certaine dynamique à la figurine. Tu peux lui donner pas mal de caractère avec ça. Mais à partir du moment où tu le fais, est-ce que finalement t'es pas déjà au-delà du tabletop, puisque c'est quelque chose qui ne se voit pas? C'est comme si, je sais pas, c'est comme si tu faisais j'en sais rien moi, tes luminettes, tu te rends compte que quand tu les regardes par dessous, tu vois qu'ils ont un petit slip, tu t'amuses à faire des petits cœurs rouges dans leur petit slip. Regarde les Wookiees que j'ai peints là, ouais. sur le Discord. Si vous voulez aller les regarder, je les ai peints hier en live. Pour moi, c'est du tabletop. Là, honnêtement, me fais pas chier. Je vais pas loin. Ils sont rapides à faire. Bon, après, oui, j'ai fait un petit peu de NMN sur les lames et tout, mais c'est parce que je m'amuse, entre guillemets.
J'aurais très bien pu faire autre. Tu vois, il est en train de le mettre. Un NMM, c'est du tabletop. Tu vois, mais en fait. Là, justement, alors là, je suis plus entre guillemets de ton avis, Marco, parce que oui, en effet, je pense qu'un NMM, ça peut être du tabletop. Parce que là, c'est pas un simple choix. Comment dire, c'est pas un simple choix de rapidité, c'est aussi un choix de style graphique. Et c'est pas pareil. Là, c'est un peu différent parce que tu peux avoir un NMM tabletop versus un NMM de concours. Oui. Et ce sera clairement pas le même. Là, j'ai pas fait un NMM de concours tout, quoi. Je suis allé vite, il est rapide. Enfin, vous avez l'impression que ça me prend du temps. Ça a mis 1 heure. Enfin, j'ai mis 1 heure un peu à faire le NMN. Et pour moi, 1 heure, ça reste pas énorme par rapport au temps global que j'investis. Là, clairement, mes Wookiee, c'est 2 heures de boulot par Wookiee, je dirais en moyenne. Donc, pour moi, je vais vite là pour les faire, vraiment. Et en fait, après, c'est ce qui me convient pour jouer. C'est-à-dire que c'est mon niveau minimum que je tolère pour jouer. Moins que ça, ça me fait un peu chier. Voilà. Et là, je suis bien et je trouve qu'en termes de temps, je suis bien. C'est comme les clones que vous voyez à côté de la photo. Je sais pas s'il y en a qui regardent la photo, mais les clones, je suis à 1 heure, 1 heure et quart de peinture de clone. Et c'est pas, pour moi, c'est très bien. Enfin, vous me connaissez hyper, le nombre de temps que je peux mettre à peindre une figue. Ouais. Donc pour moi, on est bien. Voilà. Bien sûr. Mais c'est hyper intéressant ce qui se dit dans le chat. Du coup, je vais rebondir sur pas mal de choses. Déjà tout à l'heure, Clément qui disait un truc, je trouve ça hyper intéressant. Ce serait vraiment cool qu'on fasse ça. Il disait, je me demande si ce débat ne devrait pas être mis en pratique sur un live peinture où on fait chacun 2 figurines, une en tabletop, point de vue perso, et l'autre qu'on considère comme finie. Et ça, vraiment, moi, je suis archi pour. Ça serait hyper intéressant parce que du coup ça permettrait aussi de voir vos approches à vous quand vous faites du tabletop, vos approches quand vous faites quelque chose qui n'est pas du tabletop. Bref, je pense que ça peut, entre nous, je trouve ça hyper intéressant et donc du coup à partager tout ça avec la communauté, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Donc moi ça, Clément, dites-nous d'ailleurs dans le chat si ça vous intéresse qu'on fasse quelque chose comme ça ou pas, parce que moi ça me chauffe, donc si ça vous intéresse, faut qu'on se le mette en place, clairement. Ensuite on avait du coup tac, il y a Kyoshiro qui dit il y a le table moche avant le tabletop. ça c'est quoi, je te laisse définir le table moche, Kyoshiro. Netepic France qui dit c'est totalement subjectif, bien évidemment, ça c'est de toute façon de la peinture, pour tout art ça va rester très subjectif, on est bien d'accord. Scarlix qui disait à Clément en réponse en 3 lives pour que Marco ait le temps de finir son tabletop. Hop, un petit clash de Scarlix, ça fait toujours plaisir. Entre eux. C'est ça, ouais. Netepic France qui nous dit l'idée du temps passé, en plus, ça dépend des figurines. Pendant tabletop, un Ika, c'est quoi Ika, est-ce que vous pouvez m'aider? Je n'ai pas la rêve, ça doit être du 40 000. En 28 mm, c'est pas le même temps que peindre un socle de gardien en 6 mm. Oui, non, bah ça c'est clair. C'est Imperial Knight, c'est ça? Non, c'est ça. C'est des grands chevaliers, ouais. Okay. Les gros robots, ouais. Je l'ai pas eu tout de suite, mais ça finit par venir. Qui la voit? C'est ça, ouais. Alors il y a Kyo qui dit moi je kiffe pas trop chaud à faire des yeux. Ouais, je suis d'accord, surtout si tu veux faire des yeux de conjonctivite comme les miens. Pour le coup, c'est vraiment difficile à faire. Donc là, on retombe sur le moment où on parlait du NMM. Le NMM, est-ce que c'est du tabletop ou pas? Pour moi, ça peut complètement être du tabletop. Donc c'est marrant parce qu'on voit déjà, qu'il y a des différences entre les avis. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Alors, il y a Gidinho qui nous dit pour les yeux, je l'ai fait que pour des jeux à 12 figurines. Pour des jeux de plus grande armée de figues, je ne les fais pas toujours. Je peux comprendre aussi que la dimension de l'armée, de l'escouade, enfin en tout cas de ton roster ou je ne sais quoi que tu vas avoir va aussi avoir un impact sur la qualité de ton tabletop, bien évidemment, parce que le rendu global, ça peut avoir une importance, ça a une importance, je pense, je suis tout à fait d'accord. Kyoshiro qui renchérit sur le NMM qui dit pour moi le NMM c'est un niveau au-dessus qu'une peinture métallique. Et Clément qui dit pour moi le NMM des lames c'est comparable à la peinture des yeux d'une figurine. Et là je suis mais genre pas du tout d'accord parce qu'en fait pour moi le NMM comme je le disais tout à l'heure c'est un style graphique.
C'est-à-dire que quand on prend une figurine qui est peinte avec du NMM et quand on prend la même figurine peinte avec du TMP, donc du vrai métal, ça n'a pas du tout le même rendu graphique. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, Kikord et Marco, Je suis dites-nous. d'accord. Mais je sais que tu es d'accord, Marco, parce que j'ai vu que tu faisais des petits hochements de tête comme ça. Mais oui, enfin, pour moi, là, c'est juste un style graphique qui est différent et non pas un niveau particulier, parce qu'un NMM peut être plus rapide qu'un autre. Donc, c'est vraiment. Après, alors, par contre, Clément, là, je vois, parce que ça défile aussi le chat, et Clément dit: je parle vraiment dans le cas des lames de Marco. Donc, ça veut dire qu'il parle dans le cadre du NMM que tu as fait sur tes Wookiees en particulier, et non pas du NMM général. Il est rapide, c'est pas un NMM de ouf en plus. J'ai fait plein d'erreurs dessus. C'est juste un style que je voulais. Comme tu disais tout à l'heure. Donc non, pour moi, je comprends ce qu'il veut dire. Ça voudrait dire qu'en vrai, je pourrais aller 10 fois plus vite si j'avais mis une peinture métallique avec un éclairci en TMP. Ça va beaucoup plus vite de le faire. Ouais. Mais d'ailleurs pour le coup là sur le NMM, parce que moi le Wookiee que j'ai fait et que j'ai mis aussi sur le Discord d'ailleurs, je crois que je sais pas, j'ai dû mettre 1h15 pour le faire, quelque chose comme ça. Et le NMM pour le coup je l'ai fait super vite. On pourra voir, d'ailleurs on pourra en discuter si tu veux Marco, pour que tu essayes de faire pareil, parce que je sais que tu as les speed paint et je l'ai fait à la speed paint plus du blanc, j'ai fait que ça et ça marche hyper bien. Donc il y a Gidinho qui renchérit en disant que par exemple Malifaux il fait les yeux pour Song of Ice and Fire, il fait que les yeux des généraux, il fait pas tout. Donc ça aussi c'est un truc, voilà, c'est vrai qu'en fonction de la place de la figurine dans l'armée, ça peut aussi avoir un impact sur la qualité du tabletop. C'est vrai que c'est cool d'avoir toutes ces petites nuances. Scarlix il dit le TMP bien fait c'est du haut niveau. Alors moi je suis assez d'accord avec Scarlix, le TMP pour qu'il soit très 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 bien fait, c'est vraiment un niveau de fou malade. Je trouve que finalement parfois c'est plus simple sur certaines zones d'avoir un très beau tabletop, un très beau NMM, je mélange les termes, un très beau NMM plutôt qu'un très beau TMP. Ça on pourra en reparler aussi. Le char de Clément, c'est du tabletop. J'aime bien un Kyo qui essaie de faire des petits trolls au passage. Alors on a Riggs Rex qui nous dit: salut, pour moi, base plus ombre plus éclaircie plus socle égale tabletop. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Kikord, Marco? En fait, comme je l'ai dit, c'est sa référence à lui en vrai. Pour moi, tabletop, maintenant, en gros, je l'associe à ça. C'est, je pense, le minimum que toi tu considères pour être sur ta table. Et en fait, mais est-ce que du coup, tu arriverais à définir ça comme ça? Mais base plus ombre plus éclaircie plus socle. Tout à l'heure, en fait, il disait, Clément, on fait une figurine tabletop et on fait une figurine finie. Mais en fait, là, mon Wookiee, pour moi, il est fini. Hein. Et j'y reviendrai pas dessus et c'est très bien comme ça en fait. Oui, mais il est fini parce que je me suis dit que j'allais l'amener. Ça sera du tabletop. Parce que je me suis dit que j'allais l'amener comme ça. Ça me convient comme ça. Oui, mais c'est parce que de base tu t'es dit c'est du tabletop, donc c'est du tabletop fini, mais c'est du tabletop. Là, quand il disait une figurine finie, c'est une figurine que tu considères genre c'est bon, celle-là je la retouche plus. Je me suis pas dit que c'était du tabletop quand je l'ai fait. Je me suis dit je vais faire des figurines et je vais essayer de trouver des trucs pour les faire rapidement et pas y passer trop longtemps parce qu'on a beaucoup de projets et que là en fait ouais, mais c'est un peu du tabletop du coup. Je réduis un peu la qualité de ce qu'on peut faire parce que j'ai envie de jouer avec des figurines peintes et qu'on a trop de projets, qu'on va trop vite et qu'à un moment donné j'essaye d'être moins exigeant avec moi-même. Et donc de pouvoir profiter plus en fait tout simplement, et d'essayer aussi il y en a certains qui m'en ont parlé en disant en fait tu te rends pas compte mais au fait c'est trop compliqué tes tutos, et en fait moi j'avais pas l'impression que c'était compliqué ce que je proposais en tuto, donc là j'essaye de ramener des choses plus simples. Oui, voilà. Alors après ça le fait, enfin ça pour le coup Marco, le fait que tu trouves des gens qui disent que c'est trop compliqué, il y en aura toujours, je pense. Là, pour le coup, moi, tu sais que moi, je suis pas un pro du tout en peinture. J'ai regardé tes trucs. Si, ça se comprend. Après, il faut s'intéresser un petit peu aussi. Donc, il y a forcément un petit effort aussi à faire. Mais non, ils sont pas super compliqués à comprendre. Enfin, je veux dire, tu le montres assez pour savoir ce qu'il faut faire. Ouais. Oui, mais bon. Non, mais c'est pour ça. Ça, c'est encore un autre sujet en fait. C'est parce que quand quelqu'un cherche une vidéo sur YouTube, il cherche une vidéo qui correspond exactement à sa demande et à ses envies. C'est pour ça. Là, on va dire que j'étais dans une phase où j'ai aimé améliorer mon niveau. Et là, j'ai une phase où j'ai envie d'améliorer mon temps.
Mhm. Donc, je suis pas dans le même type de phase que je Bien l'étais. sûr. En fait, ça dépend des phases. Et du coup, j'essaye de trouver un bon compromis entre rapport qualité temps passé. Là, c'est mon objectif de mettre des trucs. Je sais je peux faire mieux parce que si j'y mets du temps et que j'investis, je peux aller plus loin. Mais là, j'essaye de trouver un truc que je vais trouver bien, propre, que je vais être fier de jouer. Mais c'est pas le max que je peux faire et ça m'a pas pris non plus 30 ans. Ok. Alors, on a eu pas mal de réponses concernant le live proposé par Clément. Très bonne idée. Entre jeux on fire, toujours chaud pour un live peinture. Donc, a priori, c'est quelque chose qui devrait vous intéresser. On va essayer de voir comment on peut se faire ça. J'essaie de remonter un petit peu le chat parce qu'il y a eu pas mal de messages. Kyoshiro qui disait le table moche c'est mes premières figurines, le tabletop c'est mes dernières. Ce à quoi Clément a répondu à peine tabletop. Bam, un petit clash pour Kyoshiro. D'habitude c'est plutôt lui qui l'aimait. Donc salut Yorlas, Clément. Je te disais coucou dans le chat, je te le dis. De toute façon, Guillaume et Marcourt, on est bien d'accord. Entre deux guerres, c'est la meilleure émission d'entre-jeux. Il faut pas. Mais c'est ça, il y a pas photo. Il n'y a même pas de débat. Ouais, tu vois, Clément qui dit pareil, Yorlas qui dit c'est rigolo cette notion que le NMM c'est pour une peinture avancée. Je pense que en fait c'est parce que c'est une technique qui est plus complexe que de simplement faire une couche de base et un lavis une couche de base métallique et un lavis. Donc du coup ça paraît plus avancé. Après il y a des niveaux de NMM comme on le disait tout à l'heure, je suis d'accord avec toi. Donc là c'est bon, ça j'avais lu, ça parle des lames de ton Wookie, Marco. Parce que du coup Clément disait le NMM des lames est presque non visible sur le plateau. Astier c'est... Ah tiens, salut Astier, j'avais pas vu que t'étais arrivé. Messieurs bonsoir, c'est une victoire pour votre fidèle Astier lors de son match de rugby. Ah, il a gagné. Mais parce qu'hier il disait qu'il allait au rugby en fait. Mais tu joues quel jour? Il joue le jeudi, on est jeudi. Le jeudi? Mais comment ça se fait? C'est quoi, tu joues en quelle catégorie Astier? Dis-nous tout. Yorlas qui dit le NMM à la Racam, juste un dégradé avec un lining simple, il n'y a rien de très compliqué. Oui, je suis d'accord. C'était d'ailleurs aussi pour ça que j'aimais pas trop leur peinture. T'aimais pas les peintures de Racam? Les yeux sont l'âme de la figue, nous dit Rick Drex, et je suis tout à fait d'accord. Kyoshiro qui dit moi je suis pas capable de faire le NMM des lames de Marco. Bah ouais, bah après ça c'est une question d'entraînement et de pratique forcément. Astier, comment allez-vous? Guillaume, tu vas mieux? Bah écoute, j'ai mon œil qui semble survivre ce soir, c'est une très bonne chose parce que franchement, si ça avait été hier, j'aurais clairement pas pu faire le live. Donc merci de ta question et ça va mieux. Scarlexy nous dit moi je préfère le TMP clairement, mais ultra dur à faire, donc je fais pas. Ah ouais, c'est marrant, c'est beaucoup la mode du NMM, donc c'est pas rare les gens qui disent préférer le NMM. Mais typique, c'est normal. Typique qui dit je fais pas les yeux de mes filles. Bah normal, millimètre, ça. C'est clair. En fait, tu fais un œil, t'as fait un bras. Chérie, est-ce que tu sais où on a foutu le microscope du petit? Non, parce que là ça m'intéresse pour faire les yeux de... Ouais, enfin bref, où est-ce qu'on l'a mis? Il y a Ben Illustrator, salut, j'avais pas vu que t'étais arrivé. Ben Illustrator, allez voir d'ailleurs sur le Discord, il nous a mis pas mal de photos de ses peintures à lui, et franchement, de ses peintures à lui, et non pas de ses peintures à l'huile. Et franchement, c'est très très cool ce qu'il nous propose, donc allez faire un petit tour, c'est sur le salon Wargame du Discord d'Entrejeux Studio. Je crois que j'ai quasiment remonté tout le chat. Tac. Moi, je refais un peu de pub. Parce que là, il y a plus de monde que tout à l'heure. Donc, ce week-end, venez au Wargame Légende à Avoine. Ça va être trop bien. On va se alors, j'ai fait à la mode sans extasie, ça donne quoi? Non, mais en fait, j'ai l'image de quand ils annoncent dans Star Wars, tu sais, quand ils font la course de pub, ils sont là. Ouais, j'avais cette image-là. Et donc, venez au Wargame Legend parce que ça va être vraiment génial. On a préparé pas mal de tables. On s'est donné beaucoup de mal. Ça va être le top du top. Donc, ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir la vidéo de Nicoprime TV qui présente tout le tournoi. Vous pouvez vous inscrire à la dernière minute. Envoyez vos listes à qui commence ou à Nico Prime TV. Venez quoi. Ça va être le top du top. Et pour ceux qui n'ont pas l'occasion de venir,
on va retranscrire l'événement en live sur la chaîne de Nicoprime TV. Donc ça va être vraiment, vraiment top. Donc n'hésitez pas à venir et à suivre tout ça. On est très content de pouvoir le faire. Et on est tous chauds patates et on va passer un week-end de folie. Voilà. Pour ceux qui ne peuvent pas, parce que c'est trop loin ou quoi que ce soit, et qui sont plutôt dans la région parisienne, samedi et dimanche, il y a les JFJ de Sartrouville, les journées figurines et jeux de Sartrouville, avec un concours de peinture le samedi, des démos de jeux, tout ça. Il y aura notamment, pour le concours de peinture, il y aura notamment Girio de la Vida, il y aura aussi Nico Dézé. Je crois qu'il y a un troisième membre du jury, mais je ne me rappelle plus qui c'est. Je vais me faire tuer. Bref, en tout cas, il y aura pas mal de monde. Il me semble aussi qu'il y a nos copains de TGCM qui seront là. Il y a un tournoi de A Song of Ice and Fire le dimanche. Enfin bref, il y a pas mal de choses. Moi, j'y serai le samedi, donc si vous voulez, on pourra se faire un petit coucou. Et Keycord, il va le dimanche. Parce que notamment, il y a Iggy TV qui sera aussi le samedi. Il y a Iggy TV en effet qui passe. Ouais. Il sera samedi. Moi, j'y serai le dimanche pour le tournoi Song of Fire. Je vais essayer d'enregistrer un ou deux de mes matchs pour pouvoir en faire un petit rapport de bataille après. Ah, cool. Si je peux. Voilà. Voilà. Enfin, si j'ai l'autorisation de mon adversaire, surtout déjà en premier. Voilà. Donc, mais on verra ça. Mais en tout cas, j'espère. Et puis, je vous ferai de toute façon, je pense, un débrief d'entre-deux-guerres la prochaine fois. Yes, carrément. Avec moi, je sais qu'à Sartrouville, il y a un concours de peinture aussi. Et que vous allez voir un magnifique Siglag. Tu sais, le l'ange démoniaque, là, je sais plus comment il s'appelle exactement. L'ange qui joue chez les Slanesh. Ou les Jinchi. Enfin, moi, les armées du match, je ne connais pas par cœur. Mais t'as un mec, c'est un beau gosse, c'est un ange et il fait partie. Ah, Sigvald. Voilà. Et ben, il y a quelqu'un qui présente un Sigvald que j'ai vu qui est magnifique. Okay. J'ai hâte de voir si cette personne va gagner. Yes. Bah, de toute façon, c'est un open, le concours, si je dis pas de bêtises. Donc, il n'y a pas de gagnant ou de perdant. Il y a des médaillés de bronze, d'argent. Je crois avoir lu qu'il y avait plusieurs catégories aussi dans la peinture. Ouais. Ah bah oui. Mais je savais pas du tout qu'il y avait un concours de peinture, tu vois, ça m'a même pas du coup effleuré l'esprit d'y participer. De toute façon, je pense que j'aurais pas du tout eu le temps. Donc voilà. Mais en tout cas, si vous êtes dans le coin, soit dans le coin d'Avoine, donc qui est dans le coin de Tours, allez faire un tour au Wargame Legends. Si vous êtes plus proche de Sartrouville, venez à Sartrouville, que ce soit le samedi ou le dimanche. Vous pourrez me voir moi, vous pourrez voir Keycord, et puis vous pourrez surtout voir pas mal de beau monde à côté de tout ça. Donc n'hésitez pas. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là. On a déjà fait pas mal le tour. Alors certes, on n'aura pas eu la réponse à notre question. Et peut-être parce qu'il n'y en a pas. En tout cas, du coup, l'avantage, c'est que j'ai pas fait ça pour rien. Vous noterez que c'était une question fermée. Tabletop signifie-t-il toujours, aujourd'hui donc, peinture de jeu? Il va falloir dire oui ou non. Keycord, est-ce que oui ou non pour toi, tabletop, ça signifie toujours peinture de jeu? Non. Non. Bam, catégorique. Il aurait pu faire un mic drop comme ça. Non. Et pour toi, Marco? Bah oui. Ouais, pour toi, ça signifie toujours. Mais sauf que c'est sa référence personnelle de la peinture de jeu. Il y a Clément qui dit un gros non. Et il y a Gidinho qui nous dit oui. Donc c'est 50% de oui, 50% de non pour l'instant. Tu vas devoir trancher. Moi, je tranche absolument rien, si ce n'est les oranges le dimanche pour le rugby. Et du coup, oui, j'ai vu Astier qui nous disait je joue les jeudis. D'accord, tu joues en fait, tu joues en loisir. Ok, d'accord. Ah, tu joues en Fête 3, c'est quoi là? C'est un bon petit niveau déjà, Fête 3. On monte en Fête 3 cette année, justement. Voilà, si vous voulez tout savoir. Écoutez les copains, on va se laisser là-dessus. Franchement, merci. Ton avis hein? Moi, à mon avis, est-ce que ça signifie toujours peinture de jeu? Non, je pense qu'aujourd'hui ça ne signifie plus peinture de jeu. Parce qu'en fait pour moi un mot ça a la signification qu'on lui donne. Et donc je pense qu'aujourd'hui non, ça ne signifie plus ça parce que c'est utilisé pour définir autre chose. Étymologiquement parlant on va dire oui pour moi c'est ça. Mais pour le coup ça ne veut plus dire ça je pense. Maintenant il faudrait peut-être que ça redevienne ça. Et d'ailleurs c'est pas pour rien, maintenant il y en a qui utilisent un autre terme. Et c'est ce qu'utilise Clément d'ailleurs, qui utilise le terme ready to play, qui est peut-être un petit peu plus
un petit peu plus explicite pour le coup, prêt à jouer. Et donc du coup, je pense que c'est pas pour rien qu'il y a un nouveau terme qui voit le jour, c'est justement pour compenser l'absence qu'a laissé le tabletop qui a été repris un petit peu par Mons et par Vaux dans plein de significations différentes. Alors juste, je finis de lire ce qui a été posté dans le chat pour être sûr de rien louper. Blam 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 blam. Alors, Ben Illustrator qui disait que c'est trop loin pour le Wargame Legends, c'est dommage. Peut-être que tu peux venir à Sartrouville, je sais plus où tu es. Ah non, toi Ben Illustrator, je crois que tu es dans le sud de la France si je dis pas de bêtises. Alors, il y a Gidinho, ok, je finis de peindre mon casque alors. J'ai pas la rêve, je sais plus à quel moment t'as dit ça. Scarlix, si vous y allez, vous pouvez coucher avec Yorla Studio en mangeant des nachos. C'est pas en les mangeant, c'est en lui donnant. Si vous les mangez, il va vous frapper plutôt. Ben Illustrator qui dit il y aura sûrement Alchemy à Sartrouville. Ouais, je pense qu'il y aura Alchemy pour le coup, ils sont juste à côté. Donc ouais, carrément. Yorlas qui nous dit alors Scarlix, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt si vous avez des bah voilà, c'est exactement ce que je disais. J'espère qu'il apporte des nachos, tout à fait. C'est tellement drôle ce truc de nachos, j'adore. C'est parti tellement de rien et c'est tellement drôle. Yorlas, c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait jamais de nachos en fait. Ouais, c'est ça. EB qui apporte les sauces, parfait. Yorlas, faut déjà qu'on avance pour l'octopainting. Ouais, c'est clair, je me suis engagé sur l'octopainting, donc il faut que je m'y mette. Tu as présenté quoi? Ce que j'aurais réussi à peindre d'ici là. Scarlix, je passerai plusieurs fois à côté de ALPSF sans qu'il sache que c'est moi. Ça c'est fort probable, mais c'est surtout que si tu passes à côté de moi, tu viens me faire un petit coucou pour que je puisse savoir quel visage ce... je sais pas ce que t'as pensé, mais... mais ouais, non, c'est toujours cool de vous rencontrer en vrai les copains, comme ça on met un visage sur des pseudos et ça c'est toujours vraiment génial, donc n'hésitez pas. Si vous me voyez, si vous voyez Marco, si vous voyez Keycord ou quoi, n'hésitez surtout pas à venir nous faire un coucou, ça nous fera bien plaisir. Ouais, bah voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, Ben Illustrator qui disait après ça dépend de ce que chacun définit, ce qui est tabletop ou non. Ouais, c'est un petit peu toujours l'ambiguïté du truc, ouais. Ouais, Gillignon qui nous dit ready to play, c'est plus clair. Ouais, c'est pour je pense que ready to play, c'est une bonne idée. Ouais. Bah, pour ça, je pense qu'on va parler comme ça. Ça donne pas non plus une référence. En parlant comme ça, oui. Parce que ready to play, c'est peut-être mon ready to play à moi, c'est pas le même que le tien au final. Oui, mais mais ce sera le cas, ce sera évidemment le cas, mais le ready to play n'a pas encore été, on va dire, dénaturé par les peintres professionnels qui l'utiliseraient comme une référence de peinture. Je pense que personne dans les peintres pros dit bah voilà, je te fais du ready to play. J'ai jamais vu en fait. Par contre, du tabletop, ça j'ai déjà vu maintes et maintes fois. On le connaît déjà, nous. Yes. Ok, écoutez les copains, il y a Ben Illustrator qui nous dit qu'il sera au French Wargame Day. Moi je pense que je n'y serai pas parce que j'ai encore rien prévu pour ce moment-là, donc je pense que je pourrais pas y aller. Et moi tu sais où je serai pendant les French Wargame Day? Au McDo. Collé quand je fais. Non, je sais pas. Ma femme m'a invité à un concert de Julien Doré. Pour lui faire plaisir, j'y vais. Voilà. Écoute. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sera forcément un très bon moment avec ta femme. Après, ce que t'écoutes, c'est pas très grave. Ouais. J'aurais préféré autre chose, mais bon. Pour faire plaisir. Oui, bah oui, on sait que toi tu préfères Chantal Goya. Sur ce les copains, on se laisse et on se dit à quand. Alors du coup, j'ai encore pas fait mes devoirs, j'ai encore pas regardé le planning. Je sais pas s'il y a quelque chose demain. Il me semble qu'il y a quelque chose qui s'est préparé un peu en sous-marin, genre peut-être un live improvisé demain. Rien n'est sûr. Dans tous les cas, il y a des lives la semaine prochaine. Moi, je sais que je serai en live mardi soir pour faire un live sur Super Fantasy Brawl, puisque j'attaque, c'est mon entrée dans le tournoi interne entre jeux studio sur Super Fantasy Brawl. Est-ce qu'il y a un live peinture la semaine prochaine, les copains? Est-ce que Marco, toi, tu sais s'il y a un live peinture? Je ne sais pas. Tu sais pas? Parce que la semaine prochaine, rappelons que c'est une semaine spéciale. Fait qu'il y a un jour férié le jeudi, et donc il y en a beaucoup qui font le pont le vendredi. Donc je pense que la semaine prochaine, c'est une semaine live. Pour ma part, j'avoue que je l'avais pas du tout en tête. Donc je pense qu'il y a des gens qui ont calé des trucs sur ce laps de temps en fait, parce que ça te fait du jeudi au lundi peinard.
Ok, d'accord. Bah écoutez, on vous tient au courant de toute façon sur les réseaux. C'est vrai que là pour l'instant j'ai pas de visibilité sur le planning de la semaine prochaine. Je sais juste, je peux déjà vous annoncer que le mardi soir en tout cas, il y a un live sur Super Fantasy Brawl. Il me semble aussi que ce même mardi il y aura quelque chose concernant la sortie d'un Kickstarter sur J'allais en Batman. parler. Kyo a l'air de dire qu'il y a un Ludic Squad mercredi. Et il y a un Ludic Squad mercredi. Et bah finalement voilà, c'est pas une semaine qui sera si peu chargée que ça. N'oubliez pas qu'en figurine, vous avez le Kickstarter de Carnage qui débute dans 2 jours. Le Tout à fait. Complètement, ça c'est vrai que je ne l'ai pas reprécisé. C'est le 21, dans 2 jours, il y a le Kickstarter, en effet, comme tu viens de le dire, de Carnage. Et la promo, on n'en a pas reparlé non plus, mais la promo Song of Ice and Fire, donc qu'on a déjà présenté, c'est aussi pour ça qu'on n'en a pas reparlé. Mais la promo Song of Ice and Fire commence logiquement à partir de demain en boutique. Donc n'hésitez pas. Yorlas qui nous dit il y a Alaeria aussi. Alaeria, si je dis pas de bêtises, c'est la figurine que nous propose Yorlas, puisqu'il a fait, il a fait un financement participatif pour... Oui, c'est bien ça. Je me disais qu'il y avait une faute de frappe. Aleria. Un financement participatif pour une figurine très sympa en mode un peu Valkyrie, repos après la bataille. Allez voir ça sur... Tiens, mets un petit lien, Yorlas, comme ça les gens ils pourront aller voir. Et pendant que toi tu cherches le lien pour nous le mettre dans le chat, nous on va regarder chez qui on fait un raid. Donc partez pas, on va faire un petit raid pour aller faire coucou à un copain figuriniste. Il y a la régie qui est en train de plancher sur le sujet pour nous trouver le meilleur raid possible. Ben voilà, Penelope Gaming. Et pour très bien, très bien. Vas-y. Sur le Kickstarter de Carnage, j'ai fait une vidéo avec les copains de TGCM que vous pouvez voir sur la chaîne où ils vous présentent un peu Carnage, ce qui va apporter ce KS, et après une petite partie pour montrer un peu le mode campagne. Yes. Voilà les copains, on va se quitter là-dessus. Keycord, un petit mot de la fin avant qu'on parte en raid chez Pénélope. Eh ben, merci à tous de nous avoir suivis, c'était une super émission, puis je suis très content d'y avoir participé. Et puis merci à vous deux, hein, parce que l'émission ne serait pas bien si on n'était pas à de bons échanges entre nous, donc voilà, et bons échanges avec aussi ceux qui nous suivent, bien sûr. Yes, clairement. C'était cool de t'avoir à nouveau, Keycord. Donc, bien évidemment, tu le sais, tu reviens quand tu veux. Marco, ton petit mot de la fin. Wargame Légende à boîte. Il craque complet. Ah, il a pété une durite là. Il craque complet, j'aime beaucoup. Et puis bah pour moi les copains, mon petit mot de la fin, ce sera juste pour ceux qui sont dans le coin, n'hésitez pas à passer à Sartrouville. On vous dit à très très bientôt sur Entre Jeux Studio, sur Entre Deux Guerres, pour de la peinture, pour du wargame. Et bien sûr, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre des couleurs dans votre vie, c'est très très important de mettre des couleurs dans cette vie. Ça marche pas, parce qu'il n'y a pas il y a pas la guitare. Ah, la petite guitare. C'est vrai, Qu'est-ce qu'on a dit, Marco, sur les imitations? Je m'en fous. Allez les copains, ciao, bonne soirée, et vous nous lâchez pas, on part en raid. Ciao tout le monde. Bonne soirée à tous.